Un mariage forcé, une jeune femme innocente. Mais dès le premier soir, le millionnaire a fait quelque chose d'inimaginable. Si vous aimez les histoires d'amour et la romance, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire. Nous publions des vidéos comme celle-ci tous les jours. Lire la suite. L'odeur de vieux café et de cigarettes imprégnait les murs écaillés de la maison dans la banlieue de Paris où Marie avait grandi après la mort de ses parents. À 9 ans, lorsque la voiture dans laquelle il revenait d'une fête de remise de diplôme s'était écrasée sur le périphérique parisien par une nuit pluvieuse de mars, elle croyait encore que quelqu'un viendrait la chercher, que quelqu'un la voulait. Personne n'est venu. L'oncle Gérard, le frère cadet de sa mère, est apparu 3 jours après les funérailles, les yeux rouges qu'elle ne savait pas s'ils étaient de tristesse ou du calvados qu'il buvait depuis le matin. La tante Constance se tenait derrière lui, les bras croisés, le visage aigri comme si Marie était un problème qui devait être résolu rapidement. « Tu vas devoir venir avec nous. »« Petite » dit Gérard, évitant de la regarder directement. « Il n'y a plus personne d'autre. » Marie se souvenait encore de la sensation de vide dans sa poitrine quand elle rassembla ses quelques vêtements dans un sac en plastique du supermarché. Elle laissa derrière elle la chambre rose que sa mère avait peinte avec tant d'amour, les livres d'histoire que son père lui lisait avant de dormir, les ours en peluche qu'elle avait reçus pour ses anniversaires. Elle n'emporta qu'une photo des 3 ensemble lors d'un voyage à Deauville et un petit journal où elle écrivait ses secrets. La maison des oncles se trouvait à Sarcelles, dans un ensemble HLM où les maisons étaient toutes identiques, peintes de couleurs qui avaient été joyeuses autrefois, mais qui étaient maintenant décolorées par le temps et la pollution. C'était bien différent de l'appartement de Vincennes où Marie vivait avec ses parents. Ici, les chambres étaient trop petites, les murs fins, et il y avait toujours du bruit. Télévision forte, dispute des voisins, chiens qui aboient. Dès le premier jour, il fut clair que Marie n'était pas la bienvenue. Elle était une bouche de plus à nourrir dans une maison où l'argent manquait déjà. Gérard travaillait comme agent de sécurité dans un centre commercial du centre-ville, faisait des heures supplémentaires et rentrait toujours épuisé et de mauvaise humeur. Constance s'occupait de la maison et des 2 enfants du couple, Robert et Juliette, qui n'avaient que quelques années de plus que Marie, mais qui la traitaient comme si elle était une intruse. « Mange lentement. »« Marie, » disait Constance pendant le dîner, « la nourriture ne va pas disparaître. » Mais Marie savait que si, qu'il en manquait toujours. Elle voyait comment Constance comptait les morceaux de poulet, comment elle divisait le riz avec une précision mathématique, comment ses cousins recevaient les meilleures parts, tandis qu'elle se retrouvait avec les os et la peau. À l'école, les choses n'étaient pas meilleures. Marie portait les vêtements que Juliette ne voulait plus, toujours trop grands ou trop petits, toujours avec un défaut qui faisait rire les autres enfants. Elle apprit à s'asseoir au fond de la classe, à ne pas lever la main même quand elle connaissait la réponse, à être invisible. Mais il y avait un endroit où Marie trouvait la paix, la cave de la maison des oncles. C'était là que Gérard gardait de vieilles choses, des meubles cassés et une pile de livres poussiéreux qui appartenaient à l'ancien occupant. Marie découvrit ce trésor par hasard, un jour où elle essayait de se cacher d'une dispute entre ses oncles à propos d'argent. C'étaient des livres de toutes sortes, de vieux romans, de la poésie, des biographies, même quelques livres techniques qu'elle ne comprenait pas. Mais peu importait. Là, assise sur le sol froid de la cave avec une lampe de poche qu'elle avait volée dans la cuisine, Marie voyageait vers des mondes où les gens s'aimaient, où il y avait de la justice, où les histoires avaient des fins heureuses. C'est en lisant ces livres que Marie apprit qu'il existait une vie au-delà de cette maison étouffante, qu'il y avait des gens qui parlaient bien, qui vivaient dans des maisons avec des jardins, qui avaient des emplois importants et voyageaient vers des endroits lointains. Elle rêvait d'être une de ces personnes un jour. Les années passèrent lentement et péniblement. Marie grandit, maigre et grande, avec des cheveux châtains qui brillaient quand le soleil les frappait, des yeux verts qu'elle avait hérités de sa mère, et une posture droite, qu'elle maintenait même quand tout autour d'elle s'effondrait. À 16 ans, elle trouva un emploi à mi-temps dans une boulangerie du quartier, et chaque euro qu'elle gagnait, elle le gardait dans un petit bocal caché sous son matelas. Constance n'aimait pas la voir travailler. Petite prétentieuse, marmonnait-elle, elle se croit meilleure que nous. Mais Marie s'en fichait. Le travail la tenait éloignée de la maison quelques heures par jour, et l'argent représentait une petite liberté, la possibilité d'acheter ses propres livres, ses propres vêtements. Robert, qui avait maintenant 22 ans, était toujours au chômage,
et passait ses journées à boire avec ses amis dans la rue. Juliette était tombée enceinte à 17 ans et vivait avec son petit ami dans un studio à proximité, mais revenait toujours chez ses parents quand elle se disputait avec lui, ramenant avec elle le bébé qui pleurait toute la nuit. La situation financière de la famille empirait chaque mois. Gérard avait perdu son emploi au centre commercial lorsque l'entreprise de sécurité avait perdu le contrat, et maintenant il faisait des petits boulots comme gardien d'immeuble dans le centre-ville. L'argent suffisait à peine pour payer le loyer, l'électricité, l'eau. Les disputes à la maison devenaient plus fréquentes et plus violentes. Ce fut un soir de décembre, 2 jours avant Noël, que tout changea. Marie était dans la cave, lisant un roman de Victor Hugo à la lumière de la lampe de poche, quand elle entendit des voix fortes venant du salon. Ce n'était pas inhabituel, mais cette fois il y avait quelque chose de différent dans le ton, une tension qui lui serra l'estomac. Elle monta lentement les escaliers de la cave et colla son oreille à la porte. « Tu es fou, Gérard !» La voix de Constance était plus aiguë que d'habitude. « Tu ne peux pas être sérieux. Il n'y a pas d'autre issue, femme. » Gérard semblait désespéré. « Tu as vu les factures. Tu as vu les types qui sont venus hier. Ils ne plaisantent pas !» Marie savait à propos des dettes. Gérard avait tenté sa chance au pari en ligne après avoir perdu son emploi, convaincu qu'il pourrait multiplier le peu d'argent qu'ils avaient. Au lieu de cela, il avait tout perdu et s'était même endetté auprès d'usuriers du quartier. Des hommes dangereux qui apparaissaient à la porte de la maison, réclamant des intérêts qui augmentaient chaque semaine. Et si c'était Juliette? Continua Constance. Tu ferais la même chose avec ta propre fille? Juliette a déjà Mathieu, elle a déjà le petit. Marie n'a personne. Et lui est un homme riche, respecté. Elle aura une bonne vie, meilleure que tout ce qu'on peut lui donner. Marie sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il parlait d'elle. Il négociait sa vie comme si elle était une marchandise. 50 000 euros, Constance. C'est plus d'argent qu'on enverra dans toute notre vie. Ça règle toutes les dettes, et il en reste pour qu'on recommence à zéro. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marie retint sa respiration, attendant la réponse de sa tante. Et si elle n'accepte pas? Elle acceptera. Elle n'a pas le choix. Elle n'a nulle part où aller. Cette nuit-là, Marie ne put pas dormir. Elle resta allongée sur le canapé du salon où elle dormait depuis son arrivée, regardant le plafond taché d'humidité et essayant de comprendre ce qu'elle avait entendu. Son oncle l'avait promise à un inconnu en échange d'argent, comme un objet, comme un animal. La colère qu'elle ressentit était différente de tout ce qu'elle avait jamais éprouvé. C'était une fureur qui brûlait dans sa poitrine, qui faisait serrer ses poings involontairement. Mais avec la colère vint quelque chose d'inattendu, une étrange sensation de soulagement. Peut-être était-ce une opportunité de quitter cette maison, de commencer une nouvelle vie, même si ce n'était pas de la façon dont elle avait rêvé. Le lendemain matin, Gérard essaya d'être gentil avec elle, chose rare. Il fit du café et lui en offrit en premier. Demanda comment s'était passé son travail la veille. Marie fit semblant que tout était normal, mais observait chacun de ses mouvements, chaque expression, essayant de comprendre quel genre d'homme était capable de vendre sa nièce. Ce ne fut que le mardi après Noël qu'il aborda finalement le sujet. « Marie, ma fille, j'ai besoin de te parler. » Elle faisait la vaisselle du déjeuner, dos à lui. Elle ne se retourna pas. « C'est à propos d'une opportunité qui s'est présentée pour toi. Une bonne opportunité. » Maintenant, elle se retourna, s'essuyant les mains sur un torchon troué. « Quel genre d'opportunité, mon oncle ?» Gérard évita son regard, se concentrant sur le sucre qu'il remuait dans son café déjà froid. Il y a un homme d'affaires très important ici à Paris. Il cherche une épouse. Une jeune fille sérieuse, éduquée comme toi. Une épouse. Marie répéta les mots comme s'ils étaient dans une autre langue. Oui, Marie, il est veuf. Il a une grande entreprise, beaucoup d'argent. Tu aurais une bonne vie avec lui, bien meilleure qu'ici. Et qu'est-ce que vous y gagnez, mon oncle? La question le prit au dépourvu. Il s'étouffa un peu avec son café. Comment ça? Je veux savoir ce que vous gagnez si j'accepte. D'épouser cet homme que je ne connais même pas. Gérard devint rouge. Il se leva de sa chaise et commença à marcher d'un côté à l'autre dans la petite cuisine. Écoute, Marie, je ne vais pas te mentir. La situation ici est difficile, très difficile. Et lui, il a offert une somme qui résoudrait nos problèmes. Combien? S'il n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que tu aurais une bonne vie avec du confort, de la sécurité. Combien, oncle Gérard? Il s'arrêta de marcher
et la regarda directement pour la première fois depuis le début de la conversation. 50 000 €. Marie sentit un rire amer monter dans sa gorge, mais elle réussit à le retenir. « Alors vous voulez me vendre pour 50 000 €? Ce n'est pas une vente, Marie, c'est un mariage, c'est une opportunité. Et si je ne veux pas ?» Pour la première fois, Gérard montra son vrai visage. Ses yeux se rétrécirent, sa voix devint menaçante. « Tu as 19 ans, Marie. Tu n'as pas de famille en dehors de nous, pas d'argent, tu n'as même pas ton baccalauréat. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire toute seule dans cette ville? Tu vas devenir quoi? Une prostituée ?» Les mots firent plus mal que n'importe quelle gifle. Marie sentit des larmes brûler ses yeux, mais elle ne les laissa pas couler. « J'ai besoin de réfléchir. » « Tu n'as pas beaucoup de temps pour réfléchir. Il veut une réponse d'ici vendredi. » Marie monta à la cave et y resta jusqu'à la tombée de la nuit. Elle feuilleta ses livres bien-aimés, relut des passages qu'elle avait soulignés au fil des ans, des passages sur des femmes fortes qui affrontaient l'adversité et en sortaient victorieuses. Mais elle ne se sentait pas forte. Elle se sentait perdue, seule, trahie. Elle pensa à s'enfuir, prendre ses quelques affaires et disparaître dans la grande ville. Mais où irait-elle? Avec quel argent? Gérard avait raison sur une chose. Elle n'avait rien ni personne. Le jeudi soir, Marie prit sa décision. « J'accepte, » dit-elle à Gérard pendant le dîner silencieux. « Mais j'ai une condition. » Il faillit renverser son verre d'eau. « Quelle condition? »« Je veux rencontrer cet homme avant. Je veux lui parler, voir s'il est une personne décente. Et je veux qu'il soit clair que si je ne l'aime pas, je ne l'épouserai pas. » Gérard devint nerveux. « Marie, tu n'es pas en position d'exiger quoi que ce soit. Alors vous devrez trouver un autre moyen de payer vos dettes. » Elle se leva de table et alla à la cave. 10 minutes plus tard, elle entendit Gérard au téléphone dans le salon négociant ses conditions avec l'acheteur. Le vendredi, à 3 heures de l'après-midi, une voiture noire s'arrêta devant la maison. Marie observa par la fenêtre embuée de la cuisine. C'était une voiture chère, silencieuse, totalement déplacée dans cette rue de maisons populaires et de chiens errants. Le chauffeur ne descendit pas. Il klaxonna juste une fois. « C'est pour toi, Marie, » dit Gérard, plus nerveux qu'elle. Marie avait passé toute la matinée à se préparer avec le peu qu'elle avait. Elle avait choisi ses meilleurs vêtements. Une jupe noire qu'elle avait achetée avec son premier salaire de la boulangerie et un chemisier blanc simple. Elle avait coiffé ses cheveux et les avait attachés en chignon, appliqué un peu du vieux rouge à lèvres. Oui, qu'elle avait trouvé dans l'armoire de Constance. Et elle voulait être présentable pour rencontrer l'homme qui deviendrait peut-être son mari. Le chauffeur était un homme d'âge moyen, poli, qui lui ouvrit la porte et l'appela Mademoiselle Marie. Pendant le trajet jusqu'au centre de Paris, elle observa la ville par la fenêtre de la voiture climatisée. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas quitté Sarcelles, et la ville semblait avoir changé, grandi, être devenue encore plus chaotique et impressionnante. Ils s'arrêtèrent devant un immeuble de bureaux à la Défense, tout en verre réfléchissant, qui reflétait le ciel gris de l'après-midi parisien. Marie n'avait jamais été dans cette partie de la ville. Les rues étaient propres, les voitures neuves, les gens bien habillés marchaient pressés sur le trottoir, parlant dans des téléphones portables coûteux. L'ascenseur monta jusqu'au 22e étage. Marie essayait de contrôler ses nerfs, de respirer profondément, de se préparer à ce qui allait venir. Elle avait répété mentalement plusieurs discours, plusieurs questions qu'elle poserait. Elle voulait montrer qu'elle n'était pas juste une fille naïve qui pouvait être manipulée. La secrétaire qui l'accueillit était une femme élégante dans la quarantaine, toute vêtue de noir avec un sourire professionnel et froid. « Monsieur Édouard vous attend », dit-elle, indiquant une porte en bois sombre au bout du couloir. « Édouard ». Finalement, l'homme avait un nom. Marie frappa à la porte et entra quand elle entendit un « entrer » de l'autre côté. Le bureau était énorme, avec une vue panoramique de Paris, qui lui coupa le souffle pendant quelques secondes. Il y avait des tableaux au mur, des meubles en bois précieux, une étagère pleine de livres qui fit accélérer son cœur. Derrière un bureau imposant se trouvait l'homme qui voulait l'épouser. Édouard Mercier n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Il avait 49 ans, des cheveux grisonnants coiffés en arrière, des yeux bruns profonds qui semblaient emporter beaucoup de poids. Il était beau d'une façon mature, élégante, mais il y avait quelque chose dans son expression qui la surprit. Ce n'était pas de l'arrogance ou de la froideur, c'était de la fatigue, une tristesse profonde qu'il essayait de cacher derrière un costume impeccable et une posture droite. « Marie » dit-il, se levant de sa chaise et tendant la main.
Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Elle serra sa main, remarquant qu'elle était ferme mais pas agressive, que ses yeux la regardaient directement, sans fuir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Elle choisit un fauteuil en cuir marron devant le bureau. Il s'assit dans l'autre, à côté d'elle, pas derrière le bureau comme un patron parlant à une employée. J'imagine que cette situation est inhabituelle pour vous, commença Édouard. Votre oncle m'a dit que vous vouliez me rencontrer avant de prendre une décision. C'est vrai. Puis-je vous demander ce que vous aimeriez savoir sur moi? Marie avait préparé une liste de questions, mais maintenant, assise là, regardant cet homme qui semblait plus vulnérable que puissant, son esprit resta vide. Pourquoi voulez-vous m'épouser? Pourquoi ne cherchez-vous pas une femme de votre âge, de votre milieu social? Édouard sourit légèrement, mais ce n'était pas un sourire joyeux. Vous êtes direct. J'aime ça. Il s'adossa au fauteuil. J'ai déjà essayé de me lier avec des femmes de mon milieu social, comme vous dites. J'ai découvert que la plupart d'entre elles s'intéressaient à mon argent, à ma position. Elles voulaient être vues avec moi lors d'événements, photographiées dans des magazines, mais il n'y avait pas de connexion réelle. Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'avec moi ce serait différent? Honnêtement, je ne sais pas si ce le serait, mais votre oncle m'a dit certaines choses sur vous, que vous êtes intelligente, que vous aimez lire, que vous travaillez depuis l'âge de 16 ans, que vous n'avez jamais rien demandé à personne. Marie sentit une pointe d'ironie, Gérard parlant bien d'elle pour mieux la vendre. Et vous? Pourquoi acceptez-vous d'épouser un inconnu? La question la prit au dépourvu. Personne ne lui avait encore demandé ce qu'elle voulait que ce qu'elle ressentait, parce que je n'ai pas beaucoup d'options. Nous avons tous des options. Marie, certaines sont juste plus difficiles que d'autres. Elle l'étudia pendant quelques minutes. Il y avait quelque chose en lui qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Elle s'attendait à trouver un homme arrogant, contrôlant qui la traiterait comme une possession. Mais Édouard semblait fatigué. Seul. Si j'accepte, dit-elle finalement, quelles seraient les conditions? Oh, quelles conditions aimeriez-vous? Je vous demande quelles sont vos attentes. Édouard se leva et alla à la fenêtre, lui tournant le dos. Ma seule attente est que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre. Que nous essayions de construire quelque chose de respectueux. Vous auriez votre liberté, vos espaces, vos choix. Si un jour vous décidez que vous voulez partir, vous pourrez le faire, sans conséquence, et des enfants, seulement si vous le voulez. Et l'intimité? Il se retourna pour la regarder, et elle vit quelque chose qui pourrait être de la honte passée dans ses yeux. Seulement si cela se développe naturellement entre nous. Je ne forcerai jamais rien. Marie resta silencieuse pendant de longues minutes. Édouard revint au fauteuil, respectant son temps de réflexion. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit-elle finalement. « Bien sûr. Pourquoi faites-vous cela? Vous avez de l'argent, une position, vous êtes beau. Vous pourriez avoir n'importe quelle femme que vous voulez. Pourquoi accepter un arrangement comme celui-ci » Édouard baissa les yeux, et quand il répondit, sa voix était plus basse. « Parce que je suis fatigué d'être seul. Et parce que toutes les femmes que je pourrais avoir s'intéressaient à tout. Sauf à moi. » Il y avait une honnêteté crue dans cette réponse qui toucha quelque chose de profond en Marie. Voici un homme qui, malgré tout son pouvoir et sa richesse, se sentait aussi seul qu'elle. « J'ai besoin de quelques jours pour réfléchir. » dit-elle. « Bien sûr, tout le temps dont vous avez besoin. Mon oncle a dit que vous vouliez une réponse aujourd'hui. Votre oncle est plus anxieux que moi. Prenez le temps dont vous avez besoin. » Édouard appela le chauffeur pour la ramener. Avant de sortir, elle s'arrêta à la porte du bureau. « Marie? »« Oui. Quelle que soit votre décision, j'aimerais que vous sachiez que j'ai du respect pour vous, pour ce que vous avez traversé dans la vie, pour la force que vous avez. C'est rare. » Sur le chemin du retour vers Sarcelles, Marie regarda par la fenêtre de la voiture et essaya d'organiser ses pensées. Édouard n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Il n'y avait pas en lui l'arrogance ou la froideur qu'elle avait imaginée. Il y avait de la tristesse, oui, mais aussi une gentillesse qui l'avait surprise. Quand elle arriva à la maison, Gérard l'attendait anxieusement. « Alors, qu'as-tu pensé de lui ?»« J'ai besoin de réfléchir encore un peu. Marie, pour l'amour de Dieu, l'homme est riche, éduqué, beau. Que veux-tu de plus ?» Elle monta à la cave sans répondre. Elle passa la nuit à lire et relire ses livres préférés, cherchant dans les pages jaunies une sagesse qui l'aiderait à décider. 2 jours plus tard, un lundi matin, Marie se réveilla avec une étrange certitude dans la poitrine. Elle descendit à la cuisine où Constance préparait du café dilué
pour le petit déjeuner de la famille. Tante, peux-tu dire à oncle Gérard que j'accepte? Constance faillit lâcher la cafetière. Tu es sûre, petite? Oui, mais il y a une condition supplémentaire, continua Marie. Je veux que le mariage soit dans une église. Simple, mais dans une église. Elle ne savait pas pourquoi c'était important pour elle. Peut-être parce que ses parents s'étaient mariés dans une église. Peut-être parce qu'elle voulait que cela ait une signification sacrée, même si c'était un arrangement. La réponse d'Édouard arriva le jour même. Il acceptait toutes ces conditions. Le mariage fut fixé à un vendredi de février, dans une petite église de Saint-Germain-des-Prés. Marie choisit une robe simple, blanche, qu'Édouard fit faire spécialement pour elle. Gérard paya ses dettes le jeudi précédent et apparut sobre au mariage, chose rare. Pendant la cérémonie, Marie observa Édouard répéter les vœux traditionnels. Quand son tour arriva, sa voix tremblait légèrement, mais les mots sortirent clairement. Quand le prêtre les déclara mari et femme, Édouard se pencha pour l'embrasser sur la joue. Un baiser doux, respectueux. « Merci », murmura-t-il à son oreille. Marie ne savait pas s'il la remerciait d'avoir accepté de l'épouser ou pour autre chose. Elle hocha simplement la tête, sentant que sa vie avait changé pour toujours avec ces deux mots simples. Ils sortirent de l'église sous une fine pluie de février, montèrent dans la voiture qui les attendait et se dirigèrent vers l'appartement où ils vivraient ensemble. Marie regarda une dernière fois Gérard et Constance à la porte de l'église, mais ne ressentit pas de tristesse. Elle ne ressentait qu'un mélange de peur et d'anticipation pour ce qui allait venir. L'appartement d'Édouard se trouvait au 42e étage d'un immeuble à Neuilly-sur-Seine, et quand Marie y mit les pieds pour la première fois en tant que résidente, elle se sentit comme une enfant perdue dans un musée. Tout était immense, silencieux, impeccable. Le sol en marbre reflétait les lumières du lustre en cristal au plafond. Et il y avait des tableaux sur les murs qui, elle en était sûre, coûtaient plus que tout ce qu'elle avait jamais possédé dans sa vie. « C'est votre foyer maintenant », dit Édouard, posant doucement sa main dans son dos pour la guider. « Vous pouvez changer ce que vous voulez, décorer comme vous préférez. » Marie marcha lentement dans le salon, touchant du bout des doigts le tissu velouté du canapé, observant la vue spectaculaire de la ville à travers les fenêtres allant du sol au plafond. Paris s'étendait infiniment dans toutes les directions, une mer de lumières et de mouvements qui lui donnait le vertige. « C'est très beau », murmura-t-elle, mais sa voix semblait petite dans cet espace énorme. Édouard remarqua son malaise. « Je sais que c'est différent de ce à quoi vous êtes habitué. Cela prendra du temps pour vous sentir chez vous. » Il la conduisit à travers les pièces de l'appartement. Il y avait 3 chambres, dont une suite principale qui était plus grande que toute la maison des oncles à Sarcelles. Le dressing de la suite était vide, attendant ses vêtements. Il y avait aussi un bureau avec des murs tapissés de livres, une cuisine moderne avec des appareils électroménagers que Marie ne savait même pas comment allumer, et une terrasse avec vue sur le bois de Boulogne. « Vous dormirez dans la suite principale », dit Édouard quand ils arrivèrent à la chambre principale. « Je prendrai la chambre d'amis. » Marie se tourna vers lui, surprise. « Ce n'est pas nécessaire. »« Si, ça l'est. Vous avez besoin de votre espace, de votre intimité. Quand ici un jour vous voulez que ce soit différent, dites-le-moi. » Il y avait une délicatesse dans sa façon de parler qui la déconcertait. Toute sa vie, Marie avait eu affaire à des hommes qui prenaient ce qu'ils voulaient sans demander. Gérard qui traitait toujours les femmes de la maison comme si elles étaient sa propriété. Les collègues de travail à la boulangerie qui faisaient des commentaires sur son corps comme si elle n'était pas présente. Mais Édouard semblait être vraiment préoccupé par son bien-être. Cette première nuit, Marie se sentit perdue dans l'immensité de la suite principale. Le lit était king size, recouvert de draps de soie qui étaient plus doux que tout ce qu'elle avait jamais touché. Il y avait une télévision à écran énorme sur un mur, une salle de bain avec une baignoire à hydromassage, des miroirs de tous les côtés. C'était un luxe qui la mettait mal à l'aise. À 8 heures du soir, Édouard frappa doucement à la porte. « Marie, j'ai préparé un dîner simple. Si vous voulez... » Elle ouvrit la porte portant encore la robe de mariée, ne sachant pas quoi porter d'autre. Tous ses vêtements semblaient inappropriés pour cet environnement. « Demain, nous irons faire des achats, » dit Édouard, remarquant son embarras. « Aujourd'hui, nous allons simplement parler. » Le dîner était servi sur la terrasse. Rien de très élaboré. Des pâtes avec une sauce tomate, une salade, du pain italien, une bouteille de vin qu'Édouard ouvrit, mais dont il ne but qu'une gorgée. Marie mangea lentement, traitant encore l'irréalité de la situation. 24 heures plus tôt, elle était dans la cuisine étroite des oncles, mangeant du riz avec un œuf,
Maintenant, elle dînait dans un penthouse avec vue panoramique sur Paris, mariée à un homme qu'elle connaissait à peine. « Pouvez-vous me parler de votre entreprise ?» demanda-t-elle, essayant de briser le silence inconfortable. Édouard semblait soulagé d'avoir quelque chose de concret à discuter. « Je travaille dans le développement immobilier. Ma famille a commencé l'entreprise dans les années 70, construisant des logements sociaux en banlieue. Aujourd'hui, nous avons des projets dans toute la région parisienne. »« Des logements sociaux », répéta Marie, « comme ceux de Sarcelles ?»« Exactement comme ceux de Sarcelles. En fait, mon père a construit une partie de cet ensemble HLM dans les années 80. » Marie resta silencieuse, digérant l'information. Il y avait une étrange ironie dans le fait d'être mariée à un homme dont la famille avait construit l'endroit où elle avait grandi malheureuse. « Et vous, pouvez-vous me parler des livres que vous aimez lire ?» La question la surprit. « Comment savez-vous que j'aime lire ?» Votre oncle l'a mentionné, et j'ai remarqué la façon dont vous avez regardé la bibliothèque de mon bureau. Marie sentit son visage chauffer. « Je lis de tout, romans, biographies, poésie. J'ai trouvé une collection de vieux livres dans la cave de la maison de mes oncles, et c'est devenu mon refuge. » Quel genre de roman? Les classiques. Balzac, Hugo, Zola. Mais j'aime aussi les étrangers traduits. Jane Austen, les sœurs Brontë. Édouard sourit, et c'était le premier sourire sincère qu'elle voyait chez lui. Orgueil et préjugés, je l'ai lu 4 fois. Elisabeth Bennet serait fière de vous. Marie ne comprit pas le commentaire sur le moment, mais le garda en mémoire. Il y avait quelque chose dans la façon dont Édouard parlait des livres qui révélait une facette différente de sa personnalité, plus légère, plus jeune. Après le dîner, il l'accompagna jusqu'à la porte de la chambre. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, n'importe quoi, vous pouvez m'appeler. Je suis dans la chambre à côté. »« Édouard, file to face in the store, sir. Oui, merci pour être gentil. » Il resta immobile pendant quelques secondes, comme s'il ne savait pas comment répondre. « Dormez bien, Marie. » Le lendemain matin, Marie se réveilla confuse, ne sachant pas où elle était. Les premiers rayons de soleil entraient par les rideaux automatiques, illuminant la chambre luxueuse. Pendant quelques secondes, elle pensa qu'elle rêvait. Puis la réalité la frappa. Elle était mariée. Elle était l'épouse d'Édouard Mercier. Elle le trouva dans la cuisine, préparant du café. Il portait un jean et un polo, des vêtements décontractés qui le faisaient apparaître plus jeune, plus accessible. « Bonjour, dit-il, lui offrant une tasse de café. « Vous avez bien dormi ?»« Oui, merci. » Le café était fort et aromatique, bien meilleur que le café dilué de la maison des oncles. Marie but en silence, observant Édouard préparer des œufs brouillés et des toasts. « Vous ne travaillez pas aujourd'hui ?» demanda-t-elle. « J'ai décidé de prendre quelques jours de congé. J'ai pensé que nous pourrions utiliser ce temps pour mieux nous connaître. Et vous avez besoin de vêtements, de chaussures, d'effets personnels. » L'idée d'aller faire du shopping avec lui la rendait nerveuse. Marie n'avait jamais acheté de vêtements dans des magasins chers. Elle ne savait pas comment se comporter dans ces environnements. « Ne vous inquiétez pas, » dit Édouard, comme s'il lisait dans ses pensées. « Nous irons doucement. Juste ce dont vous avez besoin. » Ils sortirent après le petit déjeuner. Édouard conduisait une BMW noire, silencieuse et confortable. Dans la circulation intense de la ville, Marie observait les gens dans les rues, dans les bus, marchant sur les trottoirs. 24 heures plus tôt, elle était une de ces personnes. Maintenant, elle était de l'autre côté de la vitre teintée, dans une réalité complètement différente. Ils s'arrêtèrent d'abord dans un centre commercial du sud de Paris. Marie n'était jamais entrée dans les galeries Lafayette. Elle était seulement passée devant quelques fois quand elle travaillait au centre-ville. Les magasins étaient élégants, les prix effrayants, les vendeurs trop polis. Édouard remarqua son malaise et suggéra qu'il cherche d'abord des magasins plus simples. Ils allèrent dans un grand magasin où Marie put choisir des vêtements basiques. Jeans, t-shirts, robes simples, chaussures confortables. Édouard payait tout sans questionner les prix, mais respectait ses choix, n'imposant jamais ses goûts. « Puis-je suggérer quelque chose ?» dit-il quand ils étaient dans le rayon de lingerie. Marie rougit. « Quoi ? Il y a une boutique de lingerie française au premier étage. Vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit, mais peut-être que vous aimeriez voir. Pour vous-même, pas pour moi. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il dit cela qui la rassura. Ce n'était pas suggestif ou invasif, c'était presque paternel. Dans la boutique française, Marie se sentit dans une exposition d'art. Les pièces étaient belles, délicates, féminines, d'une façon qu'elle n'avait jamais expérimentée. La vendeuse,
une femme mûre et élégante, la traita avec respect et professionnalisme, l'aidant à choisir des pièces qui mettaient en valeur sa beauté naturelle. « Vous avez un corps magnifique », dit la vendeuse, ajustant un soutien-gorge en dentelle. « Ces pièces ont été faites pour quelqu'un comme vous. » Quand Marie se regarda dans le miroir, elle vit une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Les lingeries chères la transformaient, la faisaient se sentir féminine, puissante, belle. Pour la première fois de sa vie, elle aimait ce qu'elle voyait dans le reflet. Édouard attendait à l'extérieur du magasin, feuilletant un magazine. Quand elle sortit avec les sacs, il se leva. « Vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît ?»« Oui, dit-elle, encore timide. »« Merci. Pas besoin de remercier. Maintenant, que diriez-vous de déjeuner quelque part de votre choix ?» Marie réfléchit pendant quelques minutes. « Il y a un restaurant au centre-ville que j'ai toujours voulu connaître. Je l'ai vu dans un magazine. Il s'appelle La Tour d'Argent. » Édouard sourit. « Excellent choix. » La Tour d'Argent se trouvait dans un des plus beaux quartiers de Paris, et la vue de la ville était spectaculaire. Marie avait rêvé d'y manger, depuis qu'elle avait vu un article dans un vieux magazine à la boulangerie où elle travaillait. Maintenant, elle était assise à la table du restaurant, avec l'homme qui était son mari, commandant des plats qu'elle avait toujours imaginé être réservés aux personnes très riches. Pendant le déjeuner, Édouard lui raconta plus sur sa vie. Il avait perdu ses parents dans un accident d'avion quand il avait 25 ans et avait hérité de l'entreprise familiale. Il avait travaillé 16 heures par jour pendant des années pour développer les affaires. C'était complètement consacré au travail. « Vous ne vous êtes jamais marié avant ?» demanda Marie. Édouard resta silencieux quelques instants, remuant le vin dans son verre. « J'ai été fiancé une fois. Il y a environ 10 ans. Caroline, je l'ai rencontrée lors d'un événement d'affaires. Que s'est-il passé? J'ai découvert 2 semaines avant le mariage qu'elle avait une liaison avec mon meilleur ami et associé. Apparemment, il prévoyait de se marier et de prendre la moitié de l'entreprise lors du divorce. » Marie ressentit une pointe d'indignation. Quelles personnes horribles! Ce fut un choc. Pas tant pour la trahison, mais pour réaliser que je ne connaissais aucun des deux. Des personnes que j'aimais, en qui j'avais confiance, et je n'avais aucune idée de qui elles étaient vraiment. « Est-ce pour cela que vous avez accepté un mariage arrangé ?» Édouard la regarda directement. « En partie, oui. Je préfère l'honnêteté de notre situation à la fausseté que j'ai vécue avant. Au moins avec vous, je sais sur quel terrain je me trouve. » Il y avait une amertume dans sa voix qui toucha quelque chose en Marie. Elle comprenait la sensation d'être trahie par des personnes qui auraient dû la protéger. « Et vous ?» demanda Édouard. « Avez-vous déjà été amoureuse ?» Marie faillit rire. « Je n'ai jamais eu le temps pour ça. Je travaillais, j'étudiais quand je pouvais, je m'occupais des choses de la maison. Il ne restait pas d'énergie pour la romance. Mais vous en rêviez ?» La question l'a pris au dépourvu. Je rêvais de quelqu'un qui me verrait vraiment, pas seulement qui tolérerait ma présence. Édouard resta silencieux et Marie se demanda si elle en avait trop dit. Ils rentrèrent à la maison en fin d'après-midi. Marie rangea ses achats dans le dressing de la suite, émerveillée par l'espace qu'elle avait maintenant. Quand elle eut terminé, elle trouva Édouard dans le bureau, travaillant sur l'ordinateur. « Je peux entrer ?»« Bien sûr, c'est votre maison aussi. » Elle s'approcha des étagères de livres, passant ses doigts sur les dos des volumes. Il y avait de tout. Des classiques français et étrangers, des biographies, des livres d'économie et de gestion, même quelques romans contemporains. « Vous avez lu tous ces livres ?» La plupart. Lire a toujours été mon évasion, tout comme c'est la vôtre. Marie tira un volume des Misérables de l'étagère. Celui-ci a des annotations dans les marges. Édouard se leva du bureau et s'approcha. « Je l'ai lu à l'université. Je n'ai jamais pu décider si Jean Valjean était vraiment rédemptable. Et vous? Qu'en pensez-vous? » Je pense que Victor Hugo était trop génial pour donner une réponse définitive. L'ambiguïté est le point. Ils parlèrent de littérature pendant plus d'1 heure, assis sur le sol du bureau entouré de livres. Marie découvrit qu'Édouard avait des opinions intéressantes sur les auteurs qu'elle aimait, qu'il avait lu beaucoup des mêmes livres qu'elle, qu'il pouvait discuter aussi bien de Simone de Beauvoir que de Charles Dickens, avec la même aisance. Il était presque minuit quand ils réalisèrent combien de temps ils avaient passé à parler. « Je pense que nous devrions aller dormir, » dit Édouard, se levant et lui offrant sa main pour l'aider. Marie accepta l'aide, et quand il la tira vers le haut, ils restèrent très proches pendant quelques secondes. Elle pouvait sentir son parfum, voir de près les fils gris dans ses cheveux,
la fine ligne autour de ses yeux. Pendant un moment, elle pensa qu'il allait l'embrasser. Au lieu de cela, il recula d'un pas. « Bonne nuit, Marie. Bonne nuit. » Dans la semaine qui suivit, ils établirent une routine. Édouard travaillait à la maison la plupart du temps, ne sortant que pour des réunions importantes. Marie explorait l'appartement, lisait sur la terrasse, expérimentait la cuisine dans la cuisine moderne. Édouard demandait toujours son avis sur tout. Quel type de nourriture elle aimerait pour le dîner, quel film elle voulait regarder, si elle préférait qu'il travaille en silence ou s'il pouvait écouter de la musique. De petits gestes de sa part commencèrent à attirer son attention. Le lundi, quand elle mentionna que les fleurs qui étaient dans le jardin des oncles lui manquaient, elle trouva un vase avec des marguerites dans la cuisine le lendemain. Le mercredi, quand elle commenta que le café de la boulangerie où elle travaillait était spécial, Édouard apparut avec des grains de la même marque. Le vendredi, quand elle dit qu'elle adorait lire sous la pluie, il installa une chaise confortable sur la terrasse couverte, où elle pouvait lire même quand il pleuvait. C'étaient de petits gestes, discrets, mais qui montraient qu'il prêtait attention à ce qu'elle disait, qu'il se souciait de son bien-être. Un soir, alors qu'il regardait un film dans le salon, Édouard reçut un appel professionnel. Marie n'entendit que sa partie de la conversation, mais elle comprit qu'il s'agissait d'un projet de logement qui rencontrait des problèmes. « Non, Richard, » disait Édouard, la voix tendue. « Nous n'allons pas utiliser des matériaux de seconde qualité pour réduire les coûts. Ces gens méritent des maisons de qualité. » Quand il raccrocha, il semblait frustré. « Problèmes au travail ?» demanda Marie. « Mes associés oublient parfois que nous construisons des maisons pour des personnes, pas seulement pour le profit. » « Quel genre de problème ?» Édouard hésita avant de répondre. « Nous construisons un ensemble résidentiel à Clichy. 500 familles vont y vivre. Certains associés veulent économiser sur la qualité des matériaux pour augmenter la marge bénéficiaire. » Marie pensa aux maisons précaires de Sarcelles, aux infiltrations, au câblage mal fait, aux fuites constantes dans les salles de bain. Et vous? Que voulez-vous faire? Utiliser les meilleurs matériaux que le budget permet. Ces familles vont probablement passer toute leur vie dans ces maisons. Elles méritent de la qualité. Il y avait une passion dans sa voix que Marie n'avait pas remarquée auparavant. Derrière l'homme d'affaires accompli, il y avait quelqu'un qui se souciait sincèrement de l'impact de son travail sur la vie des gens. « Puis-je voir les projets ?» Édouard sembla surpris. « Vous vous intéressez à l'architecture ? Je m'intéresse à des logements dignes pour des gens comme moi. » Il apporta les projets du bureau et les étalèrent sur la table du salon. Marie étudia les plans, les spécifications techniques, les budgets. Elle avait grandi dans une maison mal construite. Elle savait identifier ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas dans un logement social. « Ici, dit-elle, pointant le plan de la cuisine, l'évier est trop loin de la cuisinière. La femme devra traverser toute la cuisine avec des casseroles chaudes à la main. » Édouard regarda le projet avec attention. « Vous avez raison. Je n'y avais pas pensé. Et ici, dans la salle de bain, il n'y a qu'une prise à côté du miroir. Où la famille va-t-elle brancher la machine à laver ?» Pendant les 2 heures suivantes, Marie signala des dizaines de détails pratiques que les architectes avaient manqués. Des choses simples, mais qui feraient une énorme différence dans la vie des familles qui y habiteraient. Édouard prenait des notes sur chacune de ces observations, demandant des explications, comprenant le raisonnement derrière chaque suggestion. « Comment savez-vous tant de choses à ce sujet ?» demanda-t-il finalement. « Parce que j'ai vécu dans une maison mal conçue pendant 10 ans. J'ai appris par la pratique ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. »« Vous avez sauvé le projet, » dit Édouard, regardant les notes qu'il avait prises. « Ces changements vont améliorer la vie de 500 familles. » Marie ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, de la fierté. Son expérience, sa connaissance acquise dans la difficulté avait été utile, valorisée. « Aimeriez-vous participer à d'autres projets ?» demanda Édouard. « Officiellement, je veux dire. »« Comme consultante. Je n'ai pas de formation technique. Vous avez quelque chose de plus précieux. Vous avez une expérience réelle. » Cette nuit-là, Marie mit du temps à s'endormir. Pour la première fois depuis qu'elle s'était mariée, elle sentait que peut-être il y avait un but dans cette union au-delà de la convenance financière. Peut-être pourrait-elle non seulement construire une nouvelle vie pour elle-même, mais aussi aider d'autres personnes. Édouard semblait également différent dans les jours qui suivirent. Il incluait Marie dans des conversations sur le travail, demandait son avis sur des décisions importantes, traitait ses suggestions avec sérieux et respect.
Elle commença à l'accompagner lors de visites de chantier, à rencontrer les ingénieurs et les architectes, à voir de près comment ces idées étaient mises en œuvre. La première fois qu'ils visitèrent le chantier de Clichy, Marie vit des ouvriers installer le câblage électrique, suivant ses suggestions, pour une meilleure distribution des prises. Un homme d'âge moyen, superviseur du chantier, la remercia personnellement. « Ma femme sera très heureuse de cette cuisine mieux conçue, dit-il. Madame a pensé à tout. » Sur le chemin du retour, Édouard était silencieux, pensif. « À quoi pensez-vous » demanda Marie. « À combien ma vie a changé en 2 semaines? Pour le meilleur ou pour le pire ?» Édouard arrêta la voiture sur le bas-côté et se tourna pour la regarder. « Marie, avant votre arrivée, je passais mes journées à prendre des décisions qui affectaient des milliers de personnes, mais je n'avais jamais vraiment pensé à l'impact humain de ces décisions. Vous m'avez fait voir ma propre entreprise avec d'autres yeux. Et c'est une bonne chose. C'est transformateur. » Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, la circulation du périphérique passant à côté d'eux. Marie sentait quelque chose changer entre eux, une connexion qui allait au-delà de l'arrangement financier qui les avait réunis. « Édouard ?»« Oui !»« Merci de m'écouter, de prendre mes opinions au sérieux. Merci de partager votre expérience avec moi, de m'aider à être un meilleur homme d'affaires. » Quand ils rentrèrent à la maison ce soir-là, pour la première fois depuis le mariage, ils dînèrent sans hâte, parlèrent jusqu'à tard, rirent ensemble de petites choses. Marie remarqua qu'Édouard avait un sens de l'humour subtil, intelligent, qu'il posait des questions sincères sur sa vie, qu'il se souvenait des détails des conversations précédentes. En se disant au revoir à la porte de la chambre, Édouard hésita quelques secondes. « Marie ?»« Oui !»« Je suis heureux que vous ayez accepté de m'épouser. Je commence aussi à l'être. » C'était la première fois qu'elle admettait, à lui et à elle-même, que ce mariage devenait quelque chose de plus qu'une transaction financière. Il devenait un partenariat, et peut-être, avec le temps, pourrait-il devenir quelque chose de plus profond encore. 3 semaines après le mariage, Marie se réveilla avec l'odeur de crêpes venant de la cuisine. C'était samedi matin, et ces derniers jours, Édouard avait pris l'habitude de cuisiner le week-end, expérimentant toujours de nouvelles recettes qu'il trouvait sur Internet. Il disait que c'était relaxant après une semaine intense de travail. Elle s'étira dans le lit king size, toujours impressionnée par le confort de ses draps en coton égyptien, et enfila un peignoir de soie qu'Édouard lui avait acheté lors d'une de leurs sorties au centre commercial. Quand elle arriva à la cuisine, elle le trouva concentré sur la poêle, les cheveux légèrement ébouriffés, ne portant qu'un t-shirt et un short. « Bonjour, dit-elle, s'approchant pour voir ce qu'il préparait. « Bonjour, j'espère que vous aimez les crêpes américaines. J'ai trouvé la recette sur un blog de cuisine. » Marie observa Édouard remuer la pâte avec soin, ajouter des myrtilles fraîches, verser des portions parfaites dans la poêle anti-adhésive. Il y avait quelque chose de domestique et d'intime dans cette scène qui lui donnait une étrange sensation dans l'estomac. C'était comme s'ils étaient un vrai couple, pas 2 personnes unies par un accord financier. « Puis-je aider ? Vous pouvez préparer le café. Vous le faites mieux que moi. » Ils travaillèrent côte à côte dans la cuisine dans un silence confortable. Marie remarqua qu'Édouard fredonnait doucement une chanson qu'elle ne reconnaissait pas et qu'il avait l'habitude de lécher son doigt quand il goûtait la nourriture. C'étaient de petits détails intimes qui lui permettaient de mieux le connaître chaque jour. Ils prirent le petit déjeuner sur la terrasse, profitant du soleil doux de la matinée parisienne. La circulation de la ville semblait lointaine, depuis le 42e étage, et Marie oubliait parfois qu'elle se trouvait au milieu de la plus grande métropole du pays. « Marie, je dois vous dire quelque chose, » dit Édouard, après avoir terminé sa 2e crêpe. Le ton sérieux dans sa voix lui serra l'estomac. « Qu'y a-t-il ? Hier, j'ai reçu une invitation pour un événement de l'entreprise. C'est une réception annuelle que nous organisons pour les employés et leurs familles. Ça a toujours été important pour moi, mais cette année sera différente. À cause de moi, à cause de nous. Ce sera la première fois que j'apparaîtrai publiquement marié. Il y aura beaucoup de questions, beaucoup de curiosité. » Marie posa sa fourchette sur l'assiette, perdant soudainement l'appétit. Depuis 3 semaines, elle vivait dans une bulle avec Édouard, apprenant à le connaître, construisant une routine intime. Mais le monde extérieur existait toujours, et elle devrait l'affronter en tant qu'épouse de l'un des hommes d'affaires les plus influents de Paris. « Vous avez peur de la façon dont les gens vont réagir à moi ?» dit-elle, non comme une question, mais comme une affirmation. Édouard se pencha en avant, prenant sa main par-dessus la table.
C'était la première fois qu'il la touchait spontanément, et Marie sentit un frisson remonter le long de son bras. « J'ai peur de la façon dont les gens vont vous traiter. J'ai peur qu'ils soient pleins de préjugés, cruels. Vous ne méritez pas ça. Mais vous pensez que je devrais y aller? Je pense que nous devrions y aller, ensemble, montrant que nous sommes un vrai couple. » Le mot « couple » resta suspendu dans l'air entre eux. Marie regarda leurs mains entrelacées, les yeux sincères d'Édouard, et sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Ces derniers jours, elle avait remarqué qu'elle commençait à attendre avec impatience les moments qu'ils passaient ensemble. Les conversations nocturnes dans le bureau, les dîners sur la terrasse, les matinées paresseuses comme celle-ci. Ce n'était plus seulement de la gratitude ou du soulagement d'avoir échappé à la maison des oncles. C'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux. « J'aurais besoin d'une robe appropriée, dit-elle finalement. Édouard sourit, et Marie vit qu'il était vraiment soulagé par sa réponse. « Nous pouvons aller faire du shopping lundi. Choisissez ce que vous voulez. » Le dimanche, Marie décida d'appeler Juliette. Depuis le mariage, elle n'avait parlé qu'une fois à sa famille. Une conversation rapide et gênante avec Constance, mais sa cousine lui manquait, malgré tous les problèmes qu'elles avaient eus. « Marie, quelle surprise !» dit Juliette quand elle répondit. « Comment va la vie de madame ?» Il y avait un ton d'ironie dans la voix de sa cousine qui fit plus mal que Marie ne l'avait prévu. « Je vais bien, Juliette. »« Et toi ? Comment va Gustave ?»« Oh, tu sais, les enfants, ça donne du travail. Et l'argent manque toujours. » Une pause. « Mais j'imagine que tu n'as plus ce problème, n'est-ce pas ?» Marie ferma les yeux, respirant profondément. « Juliette, j'aimerais te voir. Parler en personne. »« Je ne sais pas, Marie, les gens parlent ici. Ils disent que tu t'es vendu pour de l'argent, que tu as oublié ta famille. » « Quelle personne ?»« Ah, les voisines, les gens de la rue. Tu sais comment c'est ?» Marie savait. À Sarcelles, les nouvelles voyageaient vite et elles étaient toujours accompagnées de jugements moraux. « Et toi, Juliette, tu penses que je me suis vendue ?» Sa cousine resta silencieuse quelques secondes. « Je ne sais pas, Marie. Je sais seulement que tu as épousé un type richissime que tu ne connaissais même pas. Et maintenant tu vis dans un penthouse, pendant que nous continuons ici dans la même vie de toujours. » La conversation se termina peu après, laissant Marie avec un goût amer dans la bouche. Elle savait qu'elle affronterait des jugements du monde d'Édouard, mais elle n'avait pas pensé qu'elle serait également jugée par ses propres origines. Édouard la trouva en train de pleurer sur la terrasse, tenant encore le téléphone. Que s'est-il passé? Elle lui parla de la conversation avec Juliette, des commentaires du voisinage, de la sensation d'être entre deux mondes sans appartenir complètement à aucun d'eux. « Je suis vraiment désolé, » dit Édouard s'asseyant à côté d'elle sur le canapé de la terrasse. « Je sais combien cela doit faire mal. »« Vous ne comprenez pas, » dit Marie plus durement qu'elle ne l'avait voulu. « Vous avez toujours eu de l'argent. Vous avez toujours été respecté. Vous n'avez jamais été jugé pour avoir essayé d'améliorer votre vie. » Édouard resta silencieux pendant quelques minutes, regardant la ville en contrebas. « Vous avez raison, je ne comprends pas complètement. Mais je peux vous dire une chose, vous n'avez rien fait de mal. Vous avez accepté une opportunité de changement, comme n'importe quelle personne intelligente l'aurait fait. Et ceux qui vous jugent pour cela ne méritent ni votre amour ni votre préoccupation. Y compris ma propre famille, y compris votre propre famille. » Il y avait une fermeté dans sa voix qui rassura. « Marie. » Édouard se leva et lui tendit la main. « Venez, je veux vous montrer quelque chose. » Il la conduisit dans le bureau et ouvrit l'ordinateur, lui montrant des photos d'un projet de logement en construction. « Vous vous souvenez des suggestions que vous avez faites pour le projet de Clichy? Nous les avons toutes mises en œuvre, et le résultat a été si bon que nous avons obtenu un nouveau contrat encore plus important. Ce sera un ensemble de 1000 maisons à Nanterre. » Marie regarda les images des maisons en construction, avec les cuisines bien conçues, les salles de bain fonctionnelles, la distribution des prises qu'elle avait suggérées. Et vous savez quoi d'autre? Les architectes de l'entreprise veulent vous embaucher officiellement comme consultante, avec un salaire, un contrat de travail, tout. Sérieusement? Tout à fait sérieusement. Votre expérience pratique vaut plus que beaucoup de diplômes universitaires. Marie sentit des larmes différentes monter à ses yeux. Non pas de tristesse, mais de fierté, de reconnaissance. « Édouard, je ne sais pas quoi dire. Dites que vous acceptez, que vous allez aider à construire de meilleures maisons pour des familles comme la vôtre. J'accepte.
Édouard sourit et, dans un élan, l'enlaça. C'était la première vraie étreinte qu'ils partageaient, et Marie se permit de se détendre contre sa poitrine, sentant le parfum de son eau de Cologne, la chaleur de son corps à travers sa chemise. Quand ils se séparèrent, ils restèrent très proches, et elle vit quelque chose de différent dans ses yeux, un intérêt qui allait au-delà du partenariat d'affaires. Marie. Oui. Pendant un moment, elle pensa qu'il allait l'embrasser. Au lieu de cela, il recula légèrement, passant sa main dans ses cheveux. Nous devrions aller dîner. Cette nuit-là, Marie mit du temps à s'endormir. Elle resta à penser à l'étreinte, à la façon dont Édouard l'avait regardée, à la sensation d'être protégée dans ses bras. Elle commençait à comprendre que ses sentiments pour lui changeaient, évoluant de la gratitude vers quelque chose de plus complexe et de plus dangereux. Le lundi, ils allèrent acheter une robe pour l'événement de l'entreprise. Édouard l'emmena dans une boutique élégante dans le quartier du Marais, où la vendeuse les traita comme des membres de la royauté quand elle vit la carte de crédit qu'ils portaient. Marie essaya plusieurs robes, mais quand elle se regarda dans le miroir vêtue d'un modèle bleu marine en soie, avec une coupe classique qui mettait en valeur sa silhouette sans être vulgaire, elle sut que c'était celle-là. « Parfait », dit Édouard quand elle sortit de la cabine d'essayage. « Vous êtes magnifique. » L'événement aurait lieu dans une salle de réception à Neuilly, et quand ils arrivèrent vendredi soir, Marie se sentit comme une actrice jouant un rôle. La salle était pleine d'hommes en costume et de femmes élégamment vêtues, tous discutant en groupe, riant de plaisanteries qu'elle ne comprenait pas, parlant de personnes qu'elle ne connaissait pas. Édouard la présenta comme « mon épouse, Marie », et elle remarqua les regards curieux, les évaluations discrètes, les murmures qui commençaient dès qu'il s'éloignait. Édouard. Quelle surprise! La voix féminine venait de derrière eux, et quand ils se retournèrent, Marie vit une femme grande, blonde extrêmement élégante, qui étreignit Édouard comme s'ils étaient de vieux amis intimes. « Caroline », dit Édouard, et au ton de sa voix, Marie sut immédiatement qui elle était. L'ex-fiancée. La femme qui l'avait trahi. « Je n'arrive pas à croire que tu t'es enfin mariée, » dit Caroline, mais ses yeux étaient fixés sur Marie, évaluant chaque détail de son apparence. « Et qui est l'heureuse élue ?»« Caroline, voici Marie, mon épouse. Marie, voici Caroline Valmont. » Caroline tendit la main avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Enchantée de faire votre connaissance. Marie, Édouard m'a tant parlé de vous. » Marie savait que c'était un mensonge, mais serra poliment la main de la femme. « Le plaisir est pour moi. Comment vous êtes-vous rencontrés? Vous devez avoir des amis en commun. » C'était une question apparemment innocente, mais Marie perçut le piège. Caroline voulait savoir à propos de ses origines, de sa classe sociale, de son adéquation au monde d'Édouard. « Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire de la famille, » dit Édouard avant que Marie ne puisse répondre. « Et toi, Caroline, comment vas-tu? Toujours mariée avec Robert ?» Le visage de Caroline se contracta légèrement. « En fait, nous nous sommes séparés le mois dernier. Tu sais comment c'est. Parfois les gens montrent qui ils sont vraiment après le mariage. » L'ironie dans ses paroles était évidente, et Marie sentit la colère monter dans sa poitrine. Cette femme avait trahi Édouard, et maintenant elle avait l'audace de faire des insinuations. « Quel dommage, » dit Marie avec un sourire doux. « Mais parfois il vaut mieux découvrir la vérité sur une personne avant qu'il ne soit trop tard, n'est-ce pas ?» Caroline la dévisagea pendant quelques secondes, et Marie soutint son regard sans reculer. « Certainement, dit-elle finalement. Et Édouard a toujours été très naïf à propos des gens. J'espère qu'il a appris à être plus prudent. »« J'ai appris à être plus sélectif, » répliqua Édouard, passant son bras autour de la taille de Marie, dans un geste possessif qui lui fit sentir des papillons dans l'estomac. Caroline sourit à nouveau. Mais il y avait du venin dans son expression. « Eh bien, ce fut un plaisir de vous rencontrer, Marie. Je suis sûr que nous nous reverrons. Le monde de Paris est plus petit qu'il n'y paraît. » Quand elle s'éloigna, Marie sentit Édouard se détendre à côté d'elle. « Je suis désolé pour ça, » murmura-t-il à son oreille. « Je ne savais pas qu'elle serait là. Elle semble intéressante. » Édouard rit doucement. C'est une façon polie de dire que c'est une vipère. Le reste de la soirée se déroula sans incident majeur, mais Marie remarqua que Caroline ne cessait de les observer, toujours à proximité quand ils parlaient avec d'autres personnes, toujours avec des commentaires apparemment désinvoltes qui semblaient semer des doutes sur leur mariage. « C'est tellement romantique la façon dont vous vous êtes rencontrés. »
dit Caroline lors d'une conversation en groupe. Par l'intermédiaire de la famille. Ça a dû être un coup de foudre. C'est vrai, dit Édouard, regardant directement Marie. Parfois, la bonne personne apparaît quand on s'y attend le moins. Marie sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose dans la façon dont il disait cela, en la regardant dans les yeux, qui lui fit croire que ce n'était peut-être pas seulement une représentation pour les autres. Sur le chemin du retour, ils restèrent silencieux pendant une bonne partie du trajet. « Vous vous en êtes très bien sortis aujourd'hui, » dit finalement Édouard, « surtout avec Caroline. Elle ne m'aime pas. Elle n'aime personne qui pourrait menacer ses plans. » « Quel plan ?» Édouard hésita avant de répondre. Caroline a toujours cru qu'elle pourrait me reconquérir un jour, que la trahison n'avait été qu'une erreur de jeunesse. Et vous? Qu'en croyez-vous? Je crois qu'elle est une personne qui ne sait que détruire, et que j'ai de la chance d'avoir découvert cela avant de l'épouser. Marie resta silencieuse, traitant les implications de la conversation. Édouard? Oui, merci de m'avoir défendu aujourd'hui. D'être resté à mes côtés. Il arrêta la voiture au feu rouge et se tourna pour la regarder. Marie, je serai toujours à vos côtés, toujours. Il y avait une intensité dans sa voix qui fit remuer quelque chose dans la poitrine de Marie. Quand le feu passa au vert et qu'il recommença à conduire, elle continua à regarder son profil, ses mains sur le volant, la façon dont sa mâchoire se contractait quand il était concentré. À la maison, Marie prit son temps pour retirer sa robe, se laver le visage, brosser ses cheveux. Elle pensait à Édouard, à la façon dont il l'avait défendu, à la manière dont il avait dit qu'il serait toujours à ses côtés. Quand elle sortit enfin de la salle de bain, elle trouva une enveloppe qui avait été glissée sous la porte de la chambre. À l'intérieur, il y avait une note manuscrite d'Édouard. « Marie, merci pour cette soirée, pour votre force, votre dignité, votre présence à mes côtés. Je suis fier d'être votre mari, Édouard. » Marie relut la note 3 fois, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle rangea le papier dans le tiroir de la table de chevet et se coucha, mais mit des heures à s'endormir, pensant aux mots de son mari, à la sensation qu'elle avait eue quand il avait passé son bras autour de sa taille, à la possibilité que ce mariage arrangé se transforme en quelque chose de réel. La semaine suivante, Marie commença officiellement son travail de consultante dans l'entreprise d'Édouard. Elle avait son propre bureau, participait aux réunions, recevait un salaire qui était plus que tout ce qu'elle avait gagné dans sa vie en travaillant à la boulangerie. Mais elle commença aussi à remarquer des changements subtils dans la façon dont elle était traitée. Certains employés la traitaient avec un respect excessif, mais elle percevait les regards dans les couloirs, les conversations qui s'arrêtaient quand elle passait. Ce fut Richard Almeida, associé minoritaire de l'entreprise, qui finit par verbaliser ce que tout le monde pensait. « Édouard, je dois te parler », dit-il lors d'une réunion exécutive où Marie était présente. « En privé, tu peux parler ici même. Marie fait partie de l'équipe. » Richard hésita, regardant Marie avec gêne. « C'est à propos de la situation de Marie dans l'entreprise. » « Quelle situation ?»« Édouard, tout le monde sait que vous vous êtes mariés récemment. Et maintenant, elle prend des décisions importantes sur des projets de millions d'euros. Les autres associés sont préoccupés. » Marie sentit son visage chauffer. « Je peux me retirer si vous préférez. »« Vous ne vous retirerez pas, » dit Édouard avec une froideur dans la voix qu'elle n'avait jamais entendue. « Richard, les suggestions de Marie ont considérablement amélioré la qualité de nos projets. Les chiffres le prouvent. Mais elle n'a pas de formation technique, Édouard. Et les gens commentent que tu es influencé par des motifs personnels. » Le silence dans la salle devint tendu. Marie regarda Édouard et vit une expression qu'elle ne reconnaissait pas. Il y avait une fureur contenue là, une colère froide qui l'effraya. « Richard, » dit Édouard se levant de sa chaise, « Marie possède une expertise pratique qui vaut plus que beaucoup de diplômes universitaires. Elle a grandi dans une maison mal conçue. Elle a vécu dans sa chair les problèmes que nos projets peuvent causer ou résoudre. Quand elle parle, des familles entières en bénéficient. Mais Édouard, je n'ai pas terminé. Si toi ou n'importe quel autre associé a un problème avec la présence de Marie dans l'entreprise, je suggère que vous cherchiez d'autres investissements. Parce qu'elle reste, et ceux qui n'aiment pas ça peuvent partir. » Marie fut choquée par la véhémence de la défense d'Édouard. Il risquait des relations d'affaires à cause d'elle. Après la réunion, quand ils restèrent seuls dans la salle, Marie s'approcha de lui. « Édouard,
Vous n'aviez pas besoin de faire ça. Je peux quitter l'entreprise. Vous ne partirez pas, jamais. Il se tourna vers elle, ses yeux brillants encore de colère. Marie, votre travail ici est légitime, il est précieux. Je ne laisserai personne vous faire douter de cela. Mais si cela vous cause des problèmes... Édouard s'approcha d'elle, se tenant si près que Marie pouvait sentir la chaleur de son corps. Vous voulez savoir quel est mon problème, Marie? Mon problème est que je tombe amoureux de ma propre épouse, et je ne sais pas comment gérer cela. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Marie sentit son cœur s'arrêter puis s'emballer. Édouard venait d'avouer qu'il tombait amoureux d'elle. Édouard, je sais que notre mariage a commencé comme un accord. Je sais que vous n'avez pas signé pour ça. Mais je ne peux plus prétendre que c'est seulement un partenariat d'affaires. Marie le regarda. Voyant la vulnérabilité dans ses yeux, la façon dont ses mains tremblaient légèrement. Qui a dit que je prétendais? La question le prit par surprise. Que voulez-vous dire? Je veux dire que vous n'êtes pas le seul à vous sentir confus à propos de vos propres sentiments. Édouard la regarda pendant de longues secondes, puis, lentement, leva la main pour toucher son visage. Marie inclina la tête contre sa paume, fermant les yeux et soupirant. « Marie, murmura-t-il, puis-je vous embrasser ?» Elle ouvrit les yeux et acquiesça, respirant à peine. Édouard se pencha et l'embrassa doucement, délicatement, comme si elle était quelque chose de précieux qui pourrait se briser. Marie sentit ses jambes faiblir, tout son corps répondant à son toucher. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous deux lourdement. « Cela change tout, » chuchota Édouard. « Je sais, » répondit Marie, sentant encore le goût de ses lèvres sur les siennes. « Vous êtes sûr ?» Au lieu de répondre avec des mots, Marie se pencha et l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus d'urgence, avec toute la passion qu'elle avait refoulée ces dernières semaines. Quand ils se séparèrent enfin, Édouard appuya son front contre le sien. « Marie, moi aussi, dit-elle, comprenant ce qu'ils n'arrivaient pas à verbaliser. Ils tombaient amoureux l'un de l'autre, et cela transformait complètement la nature de leur relation. Ils n'étaient plus deux personnes respectant un accord. Ils étaient un homme et une femme, découvrant que ce qui avait commencé comme une convenance devenait un amour véritable. Mais Marie savait aussi qu'avouer leurs sentiments n'était que le début. Maintenant, ils devraient faire face aux conséquences d'un amour né dans un mensonge, dans un monde qui n'approuverait pas leur union contre des personnes comme Caroline, qui feraient tout pour les détruire. En rentrant à la maison ce soir-là, Marie regarda Édouard conduire et sut qu'elle avait dépassé le point de non-retour. Elle était amoureuse de son propre mari, et c'était à la fois la chose la plus merveilleuse et la plus effrayante qui lui soit jamais arrivée. Après le baiser au bureau, tout changea entre Marie et Édouard. Non seulement ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre, mais l'atmosphère même de l'appartement. Il y avait une nouvelle tension dans l'air, une conscience constante de la présence de l'autre qui rendait même les moments les plus simples chargés de signification. Édouard commença à toucher Marie plus fréquemment, une main sur son épaule quand il passait derrière elle dans la cuisine, des doigts qui s'attardaient quand il lui remettait quelque chose, des étreintes qui duraient quelques secondes de plus que nécessaire. Marie se surprenait à observer ses lèvres quand il parlait, se rappelant le goût de son baiser, souhaitant qu'il se répète. 3 jours après la confession au bureau, un jeudi matin, Marie se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle trouva Édouard dans la cuisine, préparant du café, ne portant qu'un pantalon de pyjama. La vision de son torse nu, des muscles définis sous sa peau hâlée, fit remuer quelque chose dans son bas-ventre. À 49 ans, Édouard avait le corps d'un homme qui prenait soin de lui, et Marie réalisa qu'elle était attirée par lui d'une façon totalement nouvelle. « Bonjour », dit-elle s'approchant de lui. « Bonjour ». Édouard se tourna vers elle, et quand leurs yeux se rencontrèrent, la tension entre eux devint presque palpable. Marie ne portait qu'une nuisette de soie, et elle vit son regard glisser rapidement sur son corps avant de revenir à son visage. « Marie. »« Oui ». Au lieu de répondre, Édouard s'approcha et l'embrassa, cette fois avec plus d'urgence que la première fois. Marie répondit immédiatement, pressant son corps contre le sien, sentant la chaleur de sa peau nue contre sa fine nuisette. Ses mains trouvèrent à sa taille, l'attirèrent plus près, et elle put sentir à quel point il la désirait. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient lourdement. « Pardon, » murmura Édouard. « Je ne devrais pas. » « Édouard, » interrompit Marie, plaçant ses mains sur sa poitrine. « Arrêtez de vous excuser de m'embrasser. Je veux cela autant que vous. » Ses yeux s'assombrirent. « Marie, vous êtes sûre ?»
Parce que si nous continuons sur cette voie, il n'y aura pas de retour, compléta-t-elle. Je sais, et je ne veux pas qu'il y en ait. Édouard l'étudia pendant de longues secondes, comme s'il mémorisait chaque détail de son visage. Vous êtes incroyable, murmura-t-il avant de l'embrasser à nouveau. Cette fois, le baiser fut différent, plus profond, plus prometteur. Ses mains remontèrent le long de son dos, s'emmêlèrent dans ses cheveux. Marie sentit ses jambes faiblir et s'appuya contre le comptoir de la cuisine. La sonnerie du téléphone les sépara brusquement. Édouard laissa échapper un juron et décrocha, regardant toujours Marie. « Édouard, Dieu merci, tu as répondu. » C'était Caroline et sa voix était assez forte pour que Marie l'entende. « Je dois te parler de toute urgence. C'est à propos de l'entreprise. » Édouard fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a avec l'entreprise? Je ne peux pas en parler par téléphone. Je peux venir? C'est vraiment important. » Marie vit l'expression d'Édouard changer, devenir plus tendue. « Caroline, si c'est à propos des affaires, nous pouvons en discuter au bureau lundi. Édouard, s'il te plaît, il s'agit de quelque chose qui pourrait gravement affecter ta réputation, et celle de Marie aussi. » La mention de son nom fit Marie sentir un froid dans l'estomac. Édouard la regarda clairement en conflit. « Très bien, tu peux venir, mais Marie sera présente à la conversation. »« Bien sûr, dit Caroline, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui ne sonnait pas sincère. « J'arrive dans 1 heure. » Quand Édouard raccrocha, Marie vit qu'il était préoccupé. « Qu'est-ce que vous pensez qu'elle veut ?»« Je ne sais pas, mais connaissant Caroline, ce n'est rien de bon. » Ils s'habillèrent rapidement et prirent un café en silence, la tension sexuelle de quelques minutes plus tôt remplacée par une anxiété croissante. Marie choisit une tenue conservatrice, pantalon, noir et chemisier en soie blanche. Elle voulait être impeccable pour affronter ce que Caroline apportait. Caroline arriva ponctuellement, vêtue d'un tailleur Chanel et portant une mallette en cuir onéreuse. Elle était encore plus élégante que lors de la soirée de l'entreprise, chaque détail de son apparence calculé pour intimider. « Édouard, Marie, salua-t-elle, embrassant Édouard sur la joue d'une manière plus prolongée que nécessaire. « Merci de me recevoir. » Ils s'assirent dans le salon, Caroline choisissant stratégiquement un fauteuil qui faisait face au canapé où Marie et Édouard s'installèrent. « Bien, commença Caroline ouvrant sa mallette, j'ai appris par un ami qui travaille dans le milieu journalistique qu'un article se prépare sur vous deux. » Édouard se pencha en avant. « Quel genre d'article ?»« Une enquête sur votre mariage. Apparemment, quelqu'un a divulgué des informations sur les circonstances qui ont conduit à votre mariage. » Marie sentit son sang se glacer. « Quelles circonstances ?» Caroline la regarda avec une expression qui tentait de paraître compatissante, mais qui avait quelque chose de prédateur. « Marie, ma chère, malheureusement, ils ont découvert les dettes de votre oncle. L'accord financier qui a précédé le mariage. » Le silence dans la pièce fut assourdissant. Marie regarda Édouard et vit qu'il était pâle. « Qui a divulgué cette information ?» demanda Édouard d'une voix dangereusement basse. « Nous ne savons pas, mais le problème est que l'article va présenter le mariage comme une transaction commerciale. Édouard payant les dettes de l'oncle en échange de Marie. » La façon dont Caroline prononça son nom comme si c'était quelque chose de sale donna la nausée à Marie. « Qu'ont-ils exactement ?» demanda Édouard. Caroline sortit quelques feuilles de sa mallette, des copies de virements bancaires, des témoignages de votre oncle, même quelques photos de la maison où Marie vivait avant. Marie regarda les documents que Caroline étalait sur la table basse. Là se trouvaient les preuves de son humiliation. Des photos de la maison précaire à Sarcelles, des relevés bancaires montrant les 50 000 € qu'Édouard avait transférés à Gérard, et même une photo d'elle sortant de la boulangerie où elle travaillait. « Comment ont-ils obtenu tout cela ?» murmura-t-elle. « Journalisme d'investigation, » dit Caroline avec un haussement d'épaule fin. « Quand il s'agit de quelqu'un d'influent comme Édouard, ils enquêtent sur tout. » Édouard prit les papiers et les analysa attentivement. « Quand cet article va-t-il paraître ?»« Lundi, dans le magazine Le Point. » Marie sentit le monde s'effondrer. Lundi, tout Paris saurait qu'elle avait été achetée par son mari. Son histoire serait exposée de la manière la plus humiliante possible. Mais, poursuivit Caroline, mon ami journaliste a dit qu'il y a un moyen d'empêcher la publication. Comment? Caroline hésita, comme si elle était réticente à parler. Si vous vous sépariez volontairement et que Marie quittait l'entreprise, ils perdraient leur intérêt pour l'histoire. Après tout, il n'y aurait plus de scandale si le mariage était déjà terminé.
Marie eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Caroline suggérait qu'ils se séparent pour éviter le scandale. « Tu suggères que j'abandonne ma femme pour protéger ma réputation ?» demanda Édouard. Il y avait une froideur mortelle dans sa voix. « Je suggère que vous protégiez à la fois la réputation d'Édouard et la dignité de Marie. Imaginez comment elle sera traitée après la parution de cet article. Les gens vont l'appeler intéressée, profiteuse. » Marie se leva brusquement. « Veuillez m'excuser, » murmura-t-elle, et quitta la pièce. Elle s'enferma dans la salle de bain de la suite et s'assit sur le sol froid en marbre, essayant de contrôler sa respiration. Caroline avait raison sur un point. Quand cet article sortirait, sa vie deviendrait un enfer. Elle serait jugée, humiliée, traitée comme une prostituée de luxe qui s'était vendue pour de l'argent. Mais pire que tout cela était la possibilité qu'Édouard décide que cela ne valait pas la peine d'affronter le scandale pour elle. Elle resta là pendant 15 minutes, avant d'entendre des coups doux à la porte. « Marie, pouvez-vous ouvrir ?» Caroline est partie. Elle ouvrit la porte et trouva Édouard avec une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. « Et alors ?» demanda-t-elle, se préparant au pire. « Alors rien. Nous ne nous séparons pas, et vous ne quittez pas l'entreprise. » Marie cligna des yeux, confuse. « Mais l'article... Au diable l'article. Marie, pensez-vous vraiment que ma réputation m'importe plus que vous? Je ne sais pas. C'est beaucoup. Votre entreprise, vos affaires... » Édouard s'approcha et prit son visage entre ses mains. « Marie, écoutez bien ce que je vais dire. Il n'existe pas d'article, de scandale ou de pression sociale qui me fasse renoncer à vous. Vous comprenez cela ?» Elle acquiesça, sentant des larmes brûler ses yeux. « De plus, continua Édouard, je suis presque certain que c'est Caroline elle-même qui a divulgué ces informations. » Quoi? Réfléchissez. Qui d'autre avait accès à ces informations? Qui d'autre bénéficierait de notre séparation? Marie traita l'information. Cela avait du sens. Caroline était apparue avec une solution très pratique à un problème qu'elle-même aurait pu créer. Mais si l'article sort vraiment, alors nous l'affronterons ensemble. Et vous savez quoi? Après le bruit initial, les gens verront que nous sommes un vrai couple, qui s'aime vraiment. L'histoire de notre début deviendra sans importance. Édouard, Marie, je vous aime. J'aime qui vous êtes, d'où vous venez, la force que vous avez. Je ne laisserai pas Caroline ou qui que ce soit d'autre détruire cela. C'était la première fois qu'il disait clairement « Je vous aime ». Et ces mots frappèrent Marie comme la foudre. « Je vous aime aussi », murmura-t-elle. Ils s'embrassèrent là même dans la salle de bain, avec une urgence et une passion qui reflétèrent la sensation qu'ils luttaient et contre le monde entier pour rester ensemble. Le week-end, ils décidèrent d'ignorer complètement la menace de l'article et de profiter du temps ensemble. Édouard annula tous ses engagements et ils passèrent 2 jours entiers dans l'appartement, parlant, riant, apprenant à se connaître de façon plus intime. Ce fut le samedi soir qu'ils firent l'amour pour la première fois. Cela commença par un dîner romantique qu'Édouard prépara. Pâte maison, vin rouge, bougies sur la terrasse. La conversation coula naturellement, sans la tension des derniers jours. Édouard raconta des histoires d'enfance. Marie parla des livres qui l'avaient marqué. Il y avait une nouvelle intimité entre eux, comme si les menaces extérieures avaient renforcé leur connexion. Après le dîner, ils dansèrent dans le salon au son d'une playlist qu'Édouard avait préparée. Ce n'étaient pas des chansons romantiques évidentes, mais des morceaux qui parlaient de rencontres improbables, d'amour qui surgissent quand on s'y attend le moins. « Marie », murmura Édouard, tandis qu'il se déplaçait lentement au rythme de la musique. « Êtes-vous sûr de nous ?» De ce qui se passe. Au lieu de répondre avec des mots, Marie se pencha et l'embrassa, mettant toute la certitude qu'elle ressentait dans ce baiser. Édouard répondit immédiatement, ses mains trouvant sa taille, l'attirant plus près. Quand ils se séparèrent, ses yeux étaient sombres de désir. « Marie, je suis sûr, chuchota-t-elle. Je suis sûr de vous, de nous, de tout. » Édouard la prit dans ses bras et la porta jusqu'à la chambre, délicatement, comme si elle était quelque chose de précieux. Ils firent l'amour lentement, se découvrant l'un l'autre, murmurant des mots de tendresse et de passion. C'était à la fois tendre et intense, une connexion qui allait bien au-delà du physique. Après, allongée enlacée dans le lit king size, Marie se sentait comme si elle avait enfin trouvé l'endroit où elle appartenait. « Je ne regrette rien », dit-elle, traçant des cercles sur la poitrine d'Édouard. « Ni les circonstances qui nous ont amenés ici, ni les difficultés que nous allons affronter. »
Édouard embrassa le sommet de sa tête. Moi non plus. En fait, je suis reconnaissant. Sans votre oncle, peut-être ne nous serions-nous jamais rencontrés. Édouard. Oui? Y a-t-il quelque chose dans votre passé que je devrais savoir? Quelque chose que Caroline pourrait utiliser contre vous? Édouard se raidit à côté d'elle. Pourquoi demandez-vous cela? Parce qu'elle est trop intelligente pour avoir seulement inventé l'histoire de l'article. Elle doit avoir un autre atout en réserve. Édouard soupira profondément. Il y a une chose, quelque chose qui s'est passé il y a de nombreuses années, que Caroline connaît. Marie s'appuya sur son coude pour le regarder. Qu'est-ce que c'était? Quand mes parents sont morts, je traversais une période difficile. Alcool, fête, mauvaise décision. J'ai failli perdre l'entreprise à cause de certaines irrégularités fiscales. Quel genre d'irrégularité? Évasion fiscale, caisse noire, des choses que beaucoup d'entreprises faisaient à l'époque, mais qui aujourd'hui seraient un scandale suffisant pour me détruire. Marie sentit son estomac se nouer. Caroline a des preuves de cela? Elle pourrait en avoir. Elle avait accès à mes documents quand nous étions fiancés. Et cela est prescrit? Ça ne peut plus être utilisé contre vous. Légalement, oui. Mais en termes de réputation, Édouard secoua la tête. Ce serait dévastateur. Marie resta silencieuse, traitant l'information. Caroline n'essayait pas seulement de les séparer. Elle préparait une guerre. Édouard, vous devez vous protéger. Parlez à des avocats. Préparez une défense. Marie, interrompit-il, se tournant pour la regarder. Voulez-vous toujours rester avec moi sachant cela? Sachant que je pourrais être sur le point de tout perdre? La question l'offensa. Édouard, pensez-vous réellement que votre argent m'importe? Que je suis ici à cause de votre position sociale? Non, pardonnez-moi, c'est que je ne me suis jamais senti aussi vulnérable. J'ai peur de vous perdre. Marie se pencha et l'embrassa doucement. Vous ne me perdrez pas, ni à cause de scandales, ni à cause d'argent, ni à cause de Caroline. Nous affronterons tout cela ensemble. Le dimanche matin, ils furent réveillés par le téléphone. Édouard répondit encore somnolent. « Édouard, as-tu vu le journal ?» C'était la voix de Richard, l'associé de l'entreprise, et il semblait désespéré. « Quel journal ?»« Aujourd'hui, c'est dimanche. Le Figaro. Première page. » Édouard se leva du lit, demandant à Richard de patienter. Il descendit jusqu'à la réception et prit le journal, Marie attendant anxieusement dans l'appartement. Quand il revint, il était pâle. Il tendit le journal à Marie sans rien dire. Le titre était dévastateur. L'Empire construit sur la fraude. Comment Édouard Mercier a caché des millions au fisc. L'article était détaillé, plein de documents, de témoignages d'anciens employés, de tableaux montrant le système d'évasion fiscale qui avait eu lieu 20 ans auparavant. Et à la fin, une petite note sur son mariage arrangé avec une jeune femme d'origine modeste. « Caroline », murmura Édouard. « Elle n'a pas perdu de temps, » dit Marie, ressentant un mélange de colère et d'admiration pour l'efficacité de l'ex-fiancé. Le téléphone ne cessa de sonner toute la journée. Journalistes, avocats, associés inquiets, même des curieux voulant des commentaires. Édouard déconnecta le téléphone fixe et les portables. « Que ferons-nous » demanda Marie. « Nous allons nous battre, » dit Édouard avec une détermination qu'elle n'attendait pas. « Je vais engager les meilleurs avocats. Je vais prouver que tout a été régularisé il y a des années. Et je vais poursuivre qui il faudra pour diffamation. Et l'entreprise peut survivre à cela. Nous avons des projets solides, des employés compétents. Ce que Caroline n'a pas compris, c'est que j'ai construit quelque chose plus grand que des scandales passagers. » Marie regarda Édouard et vit non pas un homme vaincu, mais un guerrier prêt pour la bataille. Et elle sut qu'elle était aux côtés de la bonne personne. « Édouard, dit-elle, prenant ses mains, il y a une possibilité que nous n'avons pas envisagée. » Laquelle? Et si Caroline bluffait? Et si elle n'avait rien de plus que cela? Peut-être a-t-elle utilisé toutes les cartes qu'elle avait en une seule fois. Édouard sembla considérer la possibilité. Vous pourriez avoir raison. Mais pourquoi risquerait-elle tout en un seul coup? Parce qu'elle est désespérée. Parce qu'elle a réalisé que notre mariage est réel, que nous nous aimons vraiment, et cela l'a mise en colère. Ce soir-là, Marie prit une décision. « Édouard, je veux aller voir ma famille. » Maintenant? Avec toute cette confusion? Surtout maintenant. Ils vont savoir pour le scandale. Ils vont entendre des versions déformées. Je veux qu'ils entendent la vérité de ma bouche. Édouard acquiesça. Voulez-vous que je vienne avec vous? Non, c'est quelque chose que je dois faire seul. Le lundi matin, Marie prit un taxi jusqu'à Sarcelles.
Pendant le trajet, elle observa la ville par la fenêtre et réalisa combien sa perspective avait changé. Elle ne se sentait plus comme quelqu'un qui fuyait cet endroit, mais comme quelqu'un qui y avait grandi et qui revenait maintenant plus forte. La maison des oncles était exactement la même. Gérard l'accueillit à la porte, visiblement mal à l'aise. « Marie, quelle surprise !»« Bonjour, mon oncle. Pouvons-nous parler ?» Constance apparut derrière lui, les bras croisés, le visage fermé. « Alors c'est vrai ce qu'ils disent dans les journaux. » « Ça dépend de ce qu'ils disent. » Ils s'assirent dans la même cuisine où Marie avait grandi. L'environnement semblait plus petit, plus étroit qu'elle ne s'en souvenait. « Les gens disent, Gala, que tu t'es vendu, » dit Constance sans détour. « Que ton mari a payé les dettes de Gérard en échange de toi. »« C'est vrai, » dit Marie, les surprenant. « C'est exactement comme ça que ça a commencé. » Gérard baissa la tête, honteux. « Marie, Mon oncle, laissez-moi finir. C'est vrai que notre mariage a commencé comme un accord financier. Mais savez-vous ce qui est aussi vrai ? J'ai trouvé un homme qui me respecte, qui valorise mes opinions, qui m'a donné des opportunités que je n'aurais jamais eues. Mais Marie, dit Constance, les gens parleront toujours, ma tante. Ils parlaient aussi quand je vivais ici. Que j'étais orgueilleuse, que je me croyais meilleure que les autres. Maintenant ils disent que je suis intéressée. Je ne peux pas contrôler ce que les gens disent. Seulement comment j'y réagis. Marie se leva et marcha dans la cuisine, touchant les surfaces familières. « Je veux que vous sachiez que je ne ressens pas de colère. Oncle Gérard, je comprends que vous étiez désespéré, et vous m'avez donné un toit quand j'en avais besoin, mais maintenant j'ai trouvé ma place dans le monde. »« Et quelle est cette place ?» demanda Constance. « Aux côtés d'un homme qui m'aime pour ce que je suis, pas malgré ce que je suis, dans une entreprise où mon expérience est valorisée, dans une vie où je peux faire une différence dans la vie d'autres personnes. » Gérard leva les yeux. « Tu es heureuse, Marie ? Je le suis. Très. »« Alors c'est ce qui compte, » dit-il, et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée, il sourit. Marie passa 2 heures dans la maison des oncles, parlant du passé, des projets pour l'avenir. Quand elle partit, elle savait qu'elle avait fermé un cycle important de sa vie. Sur le chemin du retour, elle appela Édouard. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il. « C'était libérateur. Et vous, comment vont les choses là-bas ?» Agité, mais contrôlable. Richard et les autres associés sont nerveux, mais ils ont décidé de me soutenir. Ils pensent que je peux prouver mon innocence. Et vous le pouvez ? Je le peux. Marie, vous rentrez à la maison ? La question et la façon dont il dit « maison » firent accélérer son cœur. Je rentre à la maison, confirma-t-elle. Quand elle arriva à l'appartement, elle trouva Édouard dans le bureau, entouré de papiers et d'avocats. Il se leva dès qu'il la vit et l'enlaça. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. « Comme si j'étais prête pour tout ce qui viendra. » Édouard sourit. « Alors nous sommes prêts. Parce que Caroline a appelé il y a 1 heure. Elle veut nous rencontrer demain. Elle dit qu'elle a une proposition finale. » Marie le regarda et vit sa propre détermination reflétée dans ses yeux. « Qu'elle vienne, dit-elle. Nous sommes prêts pour elle. » Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une nouvelle intensité, comme s'ils scellaient un pacte pour affronter ensemble n'importe quelle tempête. Marie savait que le pire était encore à venir, mais elle savait aussi qu'elle avait trouvé en Édouard non seulement un mari, mais un compagnon de guerre. La rencontre avec Caroline fut fixée au mardi, à 15 heures, dans un restaurant discret du Marais. Édouard avait suggéré qu'ils se retrouvent au bureau, mais Caroline avait insisté pour un lieu public, prétextant que ce serait plus civilisé pour toutes les personnes concernées. Marie passa toute la matinée à essayer de se concentrer sur son travail, révisant les plans d'un nouveau projet immobilier à Montrouge, mais son esprit revenait constamment à ce que Caroline pourrait vouloir. Après le scandale dans le journal, quel genre de proposition finale aurait-elle ? Édouard était visiblement tendu depuis son réveil. Pendant le petit déjeuner, Marie l'observa toucher distraitement sa nourriture, perdue dans des pensées qu'elle n'arrivait pas à pénétrer. « Édouard, » dit-elle finalement, « que pensez-vous qu'elle veut ?» Il leva les yeux de son assiette intacte. « Je ne sais pas, mais connaissant Caroline, ce ne sera rien de simple. Avez-vous une idée de ce qu'elle pourrait avoir d'autre contre vous ?» Édouard hésita et Marie réalisa qu'il y avait quelque chose qu'il ne disait pas. « Édouard, Marie, il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Quelque chose qui s'est passé dans le passé, en rapport avec la mort de mes parents. » L'estomac de Marie se serra. Qu'est-ce que c'était ? Ils ne sont pas morts simplement dans un accident d'avion.
Il fuyait le pays quand l'avion s'est écrasé. Marie cligna des yeux, confuse. Elle fuyait. Pourquoi? Édouard se leva et marcha jusqu'à la fenêtre de la terrasse, lui tournant le dos. Ils avaient découvert un système d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent plus important dans l'entreprise. Bien plus important que ce que j'imaginais. Mon père était impliqué avec certaines personnes dangereuses, des politiciens corrompus, des hommes d'affaires sans scrupules. Quand la police financière a commencé à enquêter, il a décidé de fuir le pays. Marie eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. Et vous? Vous saviez? J'étais jeune, naïf. Je savais qu'il y avait des irrégularités, mais pas leur ampleur. Quand mes parents sont morts, j'ai hérité non seulement de l'entreprise, mais de tous les problèmes juridiques. J'ai passé des années à payer des amendes, à régulariser des situations, à nettoyer la réputation de la famille. Et Caroline est au courant de tout ça. Caroline sait tout. Elle a des documents, des enregistrements, des preuves qui pourraient non seulement me ruiner, mais m'envoyer en prison. Marie resta silencieuse pendant de longues minutes, traitant l'information. Édouard n'était pas simplement un homme d'affaires qui avait fraudé le fisc dans sa jeunesse. Il était le fils d'un homme impliqué, dans une corruption sérieuse, héritier d'un empire construit sur des crimes. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant? Édouard se retourna pour la regarder, et il y avait des larmes dans ses yeux. Parce que j'avais peur de vous perdre. Parce que je savais que si vous connaissiez toute la vérité, vous ne voudriez peut-être plus rester avec moi. Marie se leva et alla vers lui. « Édouard, regardez-moi !» Il rencontra ses yeux à contre-cœur. « Êtes-vous responsable des crimes de votre père ?»« Non, mais avez-vous poursuivi ces crimes après avoir pris la direction de l'entreprise ?»« Non. J'ai coupé toutes les relations douteuses, régularisé tout ce que je pouvais. Alors vous êtes victime des circonstances, tout comme moi. La seule différence est que vos cicatrices viennent d'un berceau doré et les miennes d'un berceau de fer blanc. » Édouard l'étreignit fortement, comme si elle était sa seule ancre dans une tempête. Marie. Si Caroline apporte ses preuves aujourd'hui, nous y ferons face ensemble, comme pour tout le reste. Ils arrivèrent au restaurant avec 5 minutes d'avance. C'était un endroit chic mais discret, avec des tables séparées par des paravents en bois qui garantissaient l'intimité. Caroline était déjà là, assise à une table du fond, vêtue d'un ensemble gris qui la faisait ressembler à une cadre impitoyable. « Édouard, Marie, salua-t-elle quand ils s'approchèrent. « Merci d'être venu. » Ils s'assirent en face d'elle, Édouard tirant la chaise pour Marie avec la courtoisie automatique qu'il démontrait toujours. « Allons droit au but, » dit Caroline, posant une mallette sur la table. « J'ai ici des documents qui peuvent détruire complètement non seulement la réputation d'Édouard, mais aussi sa liberté. » Elle ouvrit la mallette et révéla des photographies, des contrats, des relevés bancaires, et même des CD qui semblaient contenir des enregistrements. Tout sur le système de blanchiment d'argent de ton père, Édouard, y compris des preuves que tu as eu connaissance et participation à certaines transactions. Marie vit Édouard pâlir. C'est un mensonge. Je n'ai jamais participé consciemment. Mais ta signature est ici, dit Caroline poussant un document vers lui, sur des contrats qui autorisaient des transferts suspects. Et ici, elle montra un autre papier. Ta présence à des réunions où des stratagèmes ont été discutés. Édouard prit les documents et les examina. Marie vit son expression passer de la confusion à l'horreur. J'étais mineur quand j'ai signé ça. Mon père m'avait dit que c'était des contrats d'affaires normaux. Mais tu as signé. Et même étant mineur, cela montre un schéma d'implication familiale. Marie sentit la colère monter dans sa poitrine. Que voulez-vous, Caroline? Caroline sourit, un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. Je veux qu'Édouard se retire définitivement de l'entreprise, en transférant ses actions à mon nom. Et je veux que vous divorciez publiquement, invoquant une incompatibilité. En échange de quoi? Demanda Édouard. En échange de garder ces documents à jamais confidentiels. Le silence à la table fut tendu. Marie regarda Édouard et vit un homme vaincu, un homme qui envisageait d'accepter le chantage. « Et si nous refusons ?» demanda Marie. « Si vous refusez, demain matin, tous ces documents seront entre les mains de la police financière, du procureur et de tous les principaux journaux du pays. Édouard sera arrêté, l'entreprise sera confisquée, et vous, Marie, serez considérée comme complice pour avoir bénéficié d'argent sale. » Marie eut l'impression que le monde tournait autour d'elle. Caroline ne menaçait pas seulement Édouard. Elle les menaçait tous les deux. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit Édouard.
Tu as jusqu'à demain midi pour me donner une réponse, dit Caroline, rangeant les documents. Ah, et Édouard, pour que ce soit clair, si vous essayez de me tromper, si vous prétendez accepter puis revenez sur votre décision, j'ai des copies de ces documents avec des avocats dans 3 pays différents. Il n'y a aucun moyen de m'arrêter. Elle se leva, prit son sac et sourit une fois de plus. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Après le départ de Caroline, Marie et Édouard restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes. Le serveur vint offrir des boissons. Mais ils le remarquèrent à peine. « Édouard, dit finalement Marie, vous envisagez d'accepter. Ce n'était pas une question. Marie, si je n'accepte pas, j'irai en prison. Et vous pourriez y aller aussi. Mais si vous acceptez, vous perdrez tout ce pour quoi vous avez travaillé. Et nous nous perdrons l'un l'autre. » Édouard prit sa main sur la table. « Marie, mon amour, je ne peux pas risquer votre liberté. Je ne peux pas vous laisser payer pour les péchés de ma famille. » Marie retira brusquement sa main. « Ne m'appelez pas mon amour alors que vous pensez m'abandonner. Ce n'est pas un abandon. C'est une protection. C'est de la lâcheté. » La voix de Marie s'éleva, attirant l'attention des autres tables. Elle baissa le ton. « Édouard, nous parlons de chantage. D'une femme psychopathe qui utilise le passé contre vous. Mais le passé est réel, Marie. Les signatures sont réelles. Même si j'étais mineur, même si j'étais manipulé, cela n'aura pas d'importance pour un juge. » Marie l'étudia pendant de longues secondes. « Vous avez déjà décidé, n'est-ce pas? Vous allez accepter sa proposition. » Édouard baissa les yeux. « Je crois que nous n'avons pas le choix. Nous avons toujours le choix, Édouard. La question est d'avoir le courage de faire le bon choix. » Elle se leva de table. « Je rentre à la maison. Quand vous déciderez de vous battre pour nous, faites-le moi savoir. » Marie, attendez. Mais elle quittait déjà le restaurant, laissant Édouard seul avec sa lâcheté et ses excuses. Marie prit un taxi et passa le reste de l'après-midi à rouler dans la ville sans destination, réfléchissant à la conversation, à la proposition de Caroline, à la réaction d'Édouard. Elle n'arrivait pas à croire que l'homme qui avait juré de toujours rester à ses côtés envisageait de l'abandonner à la première crise réelle qu'ils affrontaient. À 18 heures, le taxi la déposa au jardin du Luxembourg. Marie marcha dans le parc, essayant d'organiser ses pensées. Des familles faisaient des pique-niques sur l'herbe, des enfants jouaient dans les aires de jeu, des couples s'embrassaient sur les bancs. C'était un monde normal, où les gens n'avaient pas à faire face à des chantages et des menaces d'emprisonnement. C'est alors que son téléphone sonna. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Allô? Marie? C'est Patricia Dubois, du journal Le Monde. Puis-je vous parler quelques minutes? » Une journaliste. Marie faillit raccrocher, mais quelque chose la fit hésiter. « À quel sujet? » À propos de Caroline Valmont. J'enquête sur certaines pratiques douteuses de sa part, et votre nom est apparu dans l'enquête. Marie sentit son cœur s'accélérer. Quel genre de pratique? Chantage, extorsion, falsification de documents. Puis-je vous rencontrer? C'est important. Elles se retrouvèrent dans un café près du parc. Patricia était une femme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants, avec l'expression sérieuse de quelqu'un qui prenait le journalisme très au sérieux. « Marie, merci d'avoir accepté de me rencontrer. Je sais que vous devez traverser un moment difficile. Que savez-vous sur Caroline? Je sais qu'elle a un historique de chantage, avec des ex-petits amis riches. Vous n'êtes pas la première épouse qu'elle tente de détruire. » Patricia ouvrit une tablette et montra plusieurs articles de journaux d'autres régions. Ici, à Bordeaux, elle a fait la même chose avec un entrepreneur du bâtiment. Ici à Nice, c'était avec un propriétaire de chaîne d'hôtels. Toujours le même schéma. Elle s'approche d'hommes riches, obtient des informations compromettantes, puis les utilise pour faire du chantage. Marie examina les articles. Il y avait des photos de Caroline avec différents hommes, toutes prises lors d'événements sociaux, toujours souriantes, toujours élégantes. Mais pourquoi personne ne l'a jamais dénoncée? Parce qu'elle est très intelligente. Elle ne laisse jamais de traces légales claires, et les victimes préfèrent toujours payer ou céder aux exigences, plutôt que d'affronter un scandale public. Et quel est votre intérêt dans tout cela? Patricia sourit pour la première fois depuis qu'elle s'était assise. Parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui pourrait avoir suffisamment de preuves pour la faire arrêter. Marie, j'ai besoin de savoir, Caroline vous a-t-elle fait une proposition spécifique aujourd'hui? Marie hésita. Parler à une journaliste pourrait compliquer davantage la situation. Mais cela pourrait aussi être le seul moyen d'arrêter Caroline.
Elle veut qu'Édouard transfère les actions de l'entreprise à son nom et que nous divorcions. En échange, elle a promis de ne pas remettre des documents compromettants à la police. Quel genre de documents? Marie raconta le passé du père d'Édouard, les prétendues preuves que Caroline possédait. Patricia prit rapidement des notes. « Marie, croyez-vous qu'Édouard a réellement participé à ces crimes? » « Non, je connais mon mari. Il a pu être naïf, manipulé, mais ce n'est pas un criminel. Alors je vais vous faire une proposition. Laissez-moi enquêter sur ces documents que Caroline détient. Je parierai ma carrière qu'au moins la moitié d'entre eux sont faux ou falsifiés. Mais s'ils ne le sont pas. Si Édouard a vraiment signé des choses qu'il n'aurait pas dû, même dans ce cas, il existe des moyens légaux de gérer cela. Prescription, circonstances atténuantes pour avoir été mineur, collaboration avec la justice. Caroline compte sur votre peur pour ne pas chercher d'aide juridique adéquate. Marie sentit une étincelle d'espoir pour la première fois depuis le matin. Que voulez-vous que je fasse? J'ai besoin que vous me procuriez des copies de ces documents, ou au moins des photographies. Sans cela, je ne peux pas prouver que Caroline falsifie des preuves. Mais comment? Elle ne va pas simplement me montrer les documents à nouveau. Patricia sourit. Marie, avez-vous déjà envisagé de faire semblant d'accepter sa proposition? Fixer une réunion pour finaliser les détails et en profiter pour photographier les preuves? C'est dangereux, très dangereux, mais ce pourrait être le seul moyen d'arrêter cette femme avant qu'elle ne détruise d'autres vies. Marie resta silencieuse, considérant la proposition. C'était risqué, mais peut-être était-ce la seule chance de sauver son mariage et de protéger Édouard. Si je fais cela, vous garantissez que vous exposerez Caroline? Je le garantis. Et plus encore, j'ai des contacts à la brigade financière qui peuvent examiner officiellement ces documents, en déterminant lesquels sont authentiques et lesquels sont des falsifications. Marie prit une décision qui changerait tout. D'accord. Je vais le faire. Elle rentra à la maison à 21h. Édouard était dans le bureau, entouré de documents juridiques, parlant au téléphone avec des avocats. Quand il la vit, il raccrocha immédiatement. « Marie, où étiez-vous » J'étais inquiet. Je réfléchissais. À nous, à la proposition de Caroline, à tout. Édouard s'approcha d'elle, mais Marie s'éloigna. « Édouard, avez-vous décidé d'accepter sa proposition ?» Il soupira. « Marie, j'ai parlé avec 3 avocats différents. Tous ont dit la même chose. Si ces documents sont authentiques, j'irai en prison. Et vous pourriez être considéré comme complice pour avoir bénéficié de l'argent de l'entreprise. Alors vous allez accepter. Oui, je ne peux pas risquer votre liberté. » Marie regarda l'homme qu'elle aimait et ressentit un mélange de tristesse et de détermination. « Édouard, je vais faire quelque chose. Je vais appeler Caroline et lui dire que j'accepte sa proposition. » Marie, laissez-moi finir. Je vais dire que j'accepte, mais que je veux voir tous les documents avant de signer quoi que ce soit. Que je veux comprendre exactement ce que vous avez fait de mal. Pourquoi? Parce que j'ai le droit de savoir avec qui je suis marié. Si je vais perdre mon mari, je veux au moins comprendre pourquoi. Édouard sembla soulagé qu'elle accepte la situation. « Vous êtes sûr? »« Oui, je l'appellerai demain matin. » Cette nuit-là, ils dormirent dans la même chambre pour la première fois depuis qu'ils étaient devenus intimes, mais de côté opposé du lit king size, sans se toucher. Marie resta éveillée tard, écoutant la respiration d'Édouard, sachant que c'était peut-être l'une des dernières nuits qu'ils passeraient ensemble. Le lendemain matin, elle appela Caroline à 9h. « Caroline, c'est Marie. »« Marie, quelle surprise. J'imaginais qu'Édouard appellerait. »« Édouard est dévasté. Nous avons décidé d'accepter votre proposition. » « Quelle sagesse de votre part. Quand pouvons-nous nous rencontrer pour régler les détails ?»« Cet après-midi, mais j'ai une condition. »« Laquelle ?»« Je veux voir tous les documents. Je veux comprendre exactement ce que mon mari a fait. Je pense que j'y ai droit avant de signer les papiers du divorce. » Caroline hésita quelques secondes. « Bien sûr, je comprends parfaitement. Que diriez-vous de 15h dans mon bureau? Je peux tout vous montrer avec plus d'intimité. » « Parfait. » Marie raccrocha et respira profondément. Maintenant, il fallait attendre et espérer que Patricia ait raison sur le fait que Caroline bluffait. Le bureau de Caroline se trouvait dans un immeuble élégant sur les Champs-Élysées. Quand Marie arriva, elle fut accueillie par la secrétaire et conduite dans une vaste pièce, décorée avec des meubles modernes et des tableaux abstraits coûteux. Caroline l'attendait derrière un bureau en verre, avec plusieurs dossiers organisés devant elle. « Marie, quelle ponctualité !»
Asseyez-vous, je vous prie. Marie s'installa dans le fauteuil face au bureau, essayant de paraître vaincue et résignée. Où est Édouard? Il n'a pas pu venir. Il se sent très coupable. Je comprends. Les hommes sont parfois faibles quand ils sont confrontés aux conséquences de leurs actes. Caroline ouvrit le premier dossier. Bien, passons aux documents. Voici les contrats qu'Édouard a signés quand il était mineur. Marie prit les papiers et les examina, feignant de les étudier avec soin. Discrètement, elle sortit son téléphone portable de son sac et commença à photographier chaque page, profitant des moments où Caroline regardait d'autres dossiers. Et voici les relevés bancaires montrant des transferts suspects. Continua Caroline, passant un autre dossier. Plus de photographies discrètes. Ici, nous avons des enregistrements de réunions où Édouard était présent. Caroline posa un CD sur la table. Marie photographia l'étiquette et demanda à en écouter un extrait. « Bien sûr », dit Caroline, plaçant le CD dans l'ordinateur. L'enregistrement était de mauvaise qualité, avec des voix étouffées, mais Marie put reconnaître la voix d'Édouard, bien plus jeune, répondant à des questions sur des transferts d'argent. « Il semble confus dans l'enregistrement », commenta Marie. « Oui, eh bien, les jeunes ne comprennent souvent pas complètement ce dans quoi ils sont impliqués. » Marie continua à photographier des documents pendant plus d'une heure, demandant toujours des explications, faisant toujours en sorte que Caroline se sente en contrôle de la situation. « Marie, » dit finalement Caroline, « je sais que cela doit être douloureux pour vous. Découvrir que l'homme que vous aimez n'est pas celui que vous pensiez. C'est difficile, admit Marie, mais je pense qu'il vaut mieux connaître la vérité. Exactement. Et maintenant, vous pouvez recommencer votre vie. Vous pouvez trouver quelqu'un d'honnête, d'intègre. Caroline, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Pourquoi faites-vous cela? Je veux dire, vous auriez pu simplement remettre ces documents à la police et c'est tout. Caroline sourit et pour la première fois, Marie vit le masque glisser légèrement. Parce qu'Édouard m'a humilié, il m'a fait croire qu'il m'aimait, puis m'a jeté comme si j'étais une ordure quand il a découvert pour Robert. Mais vous le trompiez. J'étais confuse. Robert était persistant. Il me promettait des choses. Mais j'aimais Édouard. Je l'aime toujours. Marie vit quelque chose de dangereux dans les yeux de Caroline. Ce n'était pas seulement de la vengeance, ça a été de l'obsession. Caroline, pensez-vous vraiment qu'après tout cela, après avoir détruit sa vie, Édouard reviendra vers vous? Il aura besoin de quelqu'un. Quand il sera seul, sans argent, sans statut, il réalisera que j'étais la seule qui le connaissait vraiment. Marie sentit un frisson. Caroline était plus malade qu'elle ne l'imaginait. « Bien, » dit Marie se levant, « je crois que j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Quand voulez-vous que nous signions les papiers? Demain. Je vais tout préparer. Et Marie, j'espère que vous n'avez pas de rancune envers moi. Je vous rends service à vous aussi. Un service? Je vous libère d'un homme qui ne mérite pas votre amour. » Marie sourit forcément. « Merci de m'avoir tout montré, Caroline. Maintenant, au moins, je connais la vérité. » Dans l'ascenseur qui descendait, Marie vérifia les photographies sur son téléphone. Elle avait réussi à capturer presque tous les documents. Maintenant, il fallait espérer que Patricia puisse prouver qu'il s'agissait de falsification. Elle appela la journaliste dès qu'elle sortit de l'immeuble. « Patricia, j'ai les photos. Parfait. Pouvez-vous me retrouver maintenant? Je vais vous emmener voir mon contact à la brigade financière. » 1 heure plus tard, Marie se trouvait dans un bureau de la police, montrant les photographies à un commissaire spécialisé dans les crimes financiers. « Ces documents sont grossièrement falsifiés, » dit le commissaire, après avoir examiné les images pendant quelques minutes. « Regardez ici. La numérotation des contrats ne correspond pas au modèle utilisé à l'époque. Et ici, la qualité du papier sur les photographies est clairement moderne, pas d'il y a 20 ans. » Marie ressentit un immense soulagement. « Alors Édouard n'a commis aucun crime? Les crimes de son père sont réels. Nous pouvons le confirmer par les archives que nous possédons. Mais Édouard était mineur et clairement manipulé. De plus, ces preuves que cette femme détient sont fabriquées. Et maintenant? Maintenant, nous allons arrêter Caroline Valmont pour falsification de documents, tentative d'extorsion et chantage. » Patricia sourit. « Marie, vous avez sauvé non seulement votre mariage, mais probablement la vie de plusieurs autres personnes que Caroline aurait pu faire chanter à l'avenir. » Marie prit un taxi pour rentrer chez elle, le cœur battant la chamade. Édouard était sur la terrasse, regardant la ville quand elle arriva. « Édouard » appela-t-elle. Il se retourna et elle vit qu'il pleurait. « Marie, je suis vraiment désolée. Pour tout.
Pour avoir envisagé d'accepter le chantage, pour avoir pensé à vous abandonner, Édouard, Caroline a été arrêtée il y a 1 heure. Il la regarda sans comprendre. Comment? Marie raconta tout. La rencontre avec Patricia, l'enquête, les photographies des documents falsifiés, l'arrestation de Caroline. Vous avez risqué votre vie pour me sauver, dit Édouard quand elle eut terminé. J'ai risqué notre vie pour sauver notre amour. Édouard l'étreignit fortement. Et cette fois, Marie ne ressentit pas seulement de la passion dans cette étreinte, mais de la gratitude, du soulagement et un amour plus profond que tout ce qu'elle avait jamais éprouvé. Marie, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Voulez-vous m'épouser? Pour de vrai cette fois, par amour, pas par arrangement. Marie rit à travers ses larmes. Édouard Mercier, nous sommes déjà mariés. Mais maintenant, je veux faire les choses correctement. Avec une demande en mariage, une alliance choisie par vous, une fête avec notre famille, une lune de miel. Oui, dit Marie, l'embrassant doucement. Oui, pour tout. Ils restèrent enlacés sur la terrasse jusqu'au coucher du soleil sur Paris, sachant qu'ils avaient gagné la première grande bataille de leur amour et qu'ils pouvaient maintenant construire une vie basée sur la vérité, le respect mutuel et la certitude qu'ensemble, ils pourraient affronter n'importe quelle tempête.